Salam alaikum, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast des Tashkila, un podcast assez spécial à thème. On va aborder plusieurs sujets un petit peu tabous du football tunisien. Avec moi aujourd'hui, Henny. Salam alaikum, bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver les amis. Hedi. Bonsoir à tout le monde et voilà, ça fait plaisir de retrouver l'équipe Tashkil et j'espère qu'on passera des bons moments ensemble. Sofiane. Salam à tous, de retour pour un nouveau podcast et avec du contenu qui j'espère sera de qualité et qui va vous plaire. Et le grand retour de Walid. Walid. Bonsoir tout le monde et bon et chaud, très chaud baiser de Tunis. Et félicitations pour ton diplôme, Walid. Félicitations pour ton diplôme. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, ça fait plaisir Walid, hein. Franchement. C'est vrai. T'as C'est assuré. Mérité. Et Merci. un invité exceptionnel, vous le connaissez tous, sur YouTube. Et oui, il rigole déjà. C'est Romain Molina. Bienvenue Romain dans le podcast Tashkila. Merci pour l'invitation et le salam à vous tous. C'est gentil. Eh ben écoute, on va démarrer tout de suite sans plus attendre. Premier thème, vu qu'on a Romain avec nous et qui se fait rare en ce moment avec toutes les affaires qu'il a en off. D'ailleurs, je vous invite fortement à vous abonner à sa chaîne YouTube pour voir différentes vidéos sur différents thèmes sur le football et surtout l'arrière-plan du football. Donc voilà, vous tapez Romain Molina sur YouTube et vous allez retrouver sa chaîne assez rapidement. Le ressenti global du football tunisien pour Romain, voilà, je pense que nous tous vous avez notre ressenti global du football tunisien, la politique dans le football tunisien, la corruption en LP1 et à la FTF, la situation actuelle des salaires impayés, publics partiels, dirigeants compétents, surtout avec ce qui se passe dans certains clubs tunisiens, et la conclusion. Bah Romain, vu que t'es chaud, je te laisse la parole sur ton ressenti global sur le football tunisien au niveau bien club et au niveau équipe nationale. Déjà, la première chose, c'est que je suis loin d'être un expert, donc je reste à ma place. Par contre, c'est vrai que j'ai interrogé, au minimum, entre 50 et 60 joueurs, anciens joueurs, entraîneurs, arbitres, marrant les arbitres d'ailleurs, dirigeants, etc. J'aimerais juste mettre une chose avant. Pour moi, le meilleur connaisseur de foot que je connaisse, on parle de joueurs, de sensibilité foot et tout, c'est un Tunisien qui est pas avec vous. Je pense que vous voudrez l'inviter un jour, il s'appelle Nizar Jelassi, qui pour moi c'est une bible. Ce mec, c'est une bible. Oui, non, on a essayé de l'inviter. Romain, on a essayé de l'inviter, mais il a refusé notre. Il est timide, mais je sais. Non, mais je l'adore. D'ailleurs, encore une fois, on le salue au passage, cher Nizar. On le fait là un petit grand dédicace et on sait qu'il nous suit et je pense qu'il écoutera ce podcast avec plaisir. Salut Lenise. Il y a plein de gens vu en Tunisie qui avaient une connaissance mais encyclopédique du foot et ça c'est la première chose que je dirais, c'est l'amour et la passion quoi. Après deuxièmement, si le foot est malheureusement un sport magnifique qui est gangréné de partout en France, on est très fort. Alors la Tunisie c'est le truc que je vois, c'est qu'il y a une appropriation du football à des fins personnelles, incarnée à merveille par mon bon docteur Jarry et par toute sa famille. En Tunisie, comme dans d'autres pays, en fait, le foot, c'est une manière d'ascension sociale et tremplin politique. Romain, c'est... On a essayé, on aura le temps d'en parler. Donc, c'est un peu la vie globale et c'est dommage parce que la gestion des clubs au pays, elle est scandaleuse, quoi. Les joueurs sont pas respectés. Romain, c'est Wadi Algeri, c'est le président de la fédération du mon bon docteur, le bon docteur Jarry. Ouais. Le docteur Jarry, qui est donc le chef du clan de Ben Garda, communément appelé par les supporters du foot en Tunisie. Voilà. Mais quand tu vois tout ça, c'est assez frustrant parce que tu dis qu'il y a tout. Je rappelle quand même que la Tunisie, et je suis pas tunisien, c'est quand même dans toutes les disciplines sportives confondues, quasiment le meilleur pays d'Afrique. Je vois pas un autre pays en Afrique. On n'est pas loin, c'est vrai. Et surtout quand tu mets par rapport au nombre d'habitants. Ouais, c'est incroyable. Ça, Romain, je l'ai dit plusieurs fois à Sofiane en off, je lui ai dit, la Tunisie, en termes omnisport, on a des résultats assez exceptionnels vu les moyens qu'on a. On en parlait lors du dernier podcast, que ce soit le hand ou le basket. Exactement. Le basket, on a... ainsi que le volley, les amis. Et en off, parce qu'avec Khaled, on a des longues discussions en off sur le sport tunisien. Voilà. Donc, je fais le parallèle un peu avec l'Uruguay.
En termes de petite population, pas beaucoup, mais avec des résultats à travers beaucoup de divers sports. Parce qu'il y a, tu sens, moi je suis extérieur, mais tu sens un désir de comprendre, une vraie passion, d'aller au bout des choses. Alors, pas tout le monde est comme ça, évidemment. Il y a énormément de qualités, de types très compétents qui sont largement meilleurs pour analyser le foot que chez nous, par exemple. Je prends un exemple tout con, et je sais pas pour flatter, vous savez, j'en ai rien à foutre. Ne serait-ce que ce genre de podcast que vous faites ou les articles que certains sont capables de faire, mais les 3/4 en France en sont incapables. Je te le dis sincèrement. Oui, et je te dis pas ça pour faire genre machin. Mais Romain, tout est à base de course pour le buzz, c'est tout. C'est le clic, quoi. On cherche le clic absolu. Ça aussi, il y a peut-être aussi l'imprégnation, la culture foot chez les Tunisiens ou chez les Tunisiens comme nous de deuxième génération où le foot structure la vie sociale en Tunisie bien plus qu'en France. Totalement. Je suis d'accord. Bien plus qu'en France. Après, Romain, je vais te dire une chose, mais peut-être que, moi, je suis né en Tunisie, j'ai toujours grandi là-bas, ou vécu là-bas. En Tunisie, les médias, parce que normalement, c'est les médias qui vont parler de ça. C'est les médias qui doivent mettre en lumière les problèmes tu parles un peu de l'Algérie, en fait. On peut reprendre un peu le processus électoral, comme quoi, ça, son 3e mandat, qui est pour moi, une parenthèse qui est un peu scandaleuse. Aussi. Au moins sur la manière dont elle a été élue. Les médias, ils sont ils sont aux ordres. Exactement, c'est l'argent, en France, c'est pareil, tout ça. On est d'accord. Donc voilà, nous sommes rien du tout. On est un petit média qui va parler peut-être un peu de ça parce qu'on n'est pas complaisant, parce qu'on n'a pas de tabou, mais la plupart des médias, ils sont au plus offrant. Copinage aussi. Et Tachki, là, pour moi, je dirais juste, c'est pas un petit média, c'est un média de qualité. Petit, ça ferait un peu péjoratif. C'est un média de qualité. Non, mais après, quand il dit petit, c'est notoriété. Oui. Voilà. Mais Inch'Allah, pourquoi pas. Et du coup, Romain, donne-nous quelques exemples un peu factuels de feedback que tu as eu, des choses un peu vraiment concrètes sur le football tunisien. Je vais te faire simple, il y a 2 trucs dans le foot tunisien que j'ai remarqué. Il y a la passion, il y a le manque de couilles. D'accord. Vraiment, j'ai l'impression que c'est la République démocratique du Congo. Tout le monde se bat, veut que Constant Marie, le président omnipotent de la FECOFA et vice-président de la CAF, ce qui te montre l'état de la CAF quand même quand un type aussi corrompu peut être à ce poste-là, parce que le mec est là depuis Mobutu quand même. Donc ils veulent tous faire changer les choses. Au moment où ça compte, où il faut y aller, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui a des couilles, parce qu'il n'y a que des flatteurs. En Tunisie, j'avais fait mon boulot et tout, sauf que moi, j'ai été contacté par la commission éthique de la FIFA. Ils m'ont demandé de l'aide. Notamment sur les matchs truqués de Ben Garden et le reste. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je leur dis, moi, j'ai les gars qui vont parler. Ils ont tout. Des dirigeants, tout. Donc j'organise les rendez-vous. Une semaine après, je reçois un mail des mecs de la commission éthique. Ouais, mais ils nous répondent pas. Alors attention, les mecs de la FIFA, ils sont pas doués pour contacter les gens et t'as l'impression que le mec qui veut aider, il est plus ou moins coupable. Mais les mecs, ils sont quasiment tous défilés. Et là, je me suis dit, donc, ils me font passer pour un con, mais j'ai les échanges de mails. Donc, tu vois, premier qui m'emmerde, c'est ça. Moi, j'ai arrangé pour que, enfin, il y ait peut-être un nettoyage de fait. Les mecs, ils se sont défilés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont quasiment tous complices. Je t'explique tout simplement. Et je le dis avec une grande tristesse, attention, parce que j'ai respect pour les Tunisiens. On comprend. 3/4 du championnat, il est truqué. Non, mais nous, mais Romain, on est tous conscients que t'es pas là pour casser du Tunisien, etc. Ah, mais je précise. Je vais t'expliquer comment il truc. Et Jarry, il est fort. En Algérie, ils font ça à l'ancienne, avec des valises ici et là. Jarry, comment il va faire ? Déjà, c'est pas lui qui le fait directement, c'est notamment par l'intermédiaire de son frère, le pharmacien de Gabès, monsieur... Comment il s'appelle son frère ? Ah putain, j'ai un doute. Enfin bref, c'est son frère, qui est marié à une Ukrainienne d'ailleurs. Alors, ce serait marrant de regarder une certaine banque à Dubaï au nom de sa femme. Je pense qu'on trouverait des trucs assez marrants. La Dubai National Bank, si je dis pas de bêtises. C'est encore autre chose. Si tu veux, en gros, on dit aux arbitres que s'ils veulent des promotions, c'est-à-dire tu regarderas le nombre d'arbitres internationaux qu'a la Tunisie, absolument incroyable, il faut suivre les ordres. Et en fait, ils laissent la possibilité à chaque club, il y a un type à peu près pour ça, pour aller plus ou moins voir les arbitres les jours avant les matchs et tout. Ce qui fait qu'après, si on a un qui veut dénoncer l'autre, mais comment tu veux qu'il le fasse sachant que lui-même est mouillé ? Pas de trace, la Fédé n'a rien à voir avec ça. Par contre, à un moment donné, il va y avoir des consignes qui sont passées, notamment pour avantager Ben Garden. Avec derrière des histoires de paris, de ci, de là. Moi, je vais te dire juste un truc, et c'est important. J'ai été contacté il y a 2 mois par des journalistes étrangers sur un énorme scandale, mais un truc, mais
Ça va que les mecs ils sont ultra sérieux et qu'ils sont dans les meilleurs au monde. Autrement, j'aurais dit ils se foutent de ma gueule. Mais je peux te dire que c'est ça. Et je pense qu'ils iront au bout. Et quand ils iront au bout, alors là, va pas falloir faire les étonner. Hein. Mais bon, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est que donc dans tous les clubs, t'as une ou deux personnes qui se chargent de faire ça. Et de l'autre côté, pourquoi il fait ça? Quand à un moment donné, il est en difficulté avec un grand club, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de se rabibocher avec eux. Il y a plusieurs manières pour ça. Et c'est là, on en reviendra tout à l'heure, quand tu parles de salaire impayé. T'as quasiment tous les clubs qui sont mauvais payeurs. On est d'accord? C'est vrai. C'est vrai. 3 mois, Même l'Espérance. il y a encore l'Espérance globalement aux autres, à ce niveau-là, niveau structurel et tout, Non, c'est mais- quand même plutôt bon. Globalement, l'Espérance, ça tient la route. Oui, mais je crois que c'est le seul club qui reste. En même temps, ils ont Hamdul Medeb qui est quand même un riche homme d'affaires et qui tient un peu la route. Enfin, disons que c'est le seul qui est intouchable par le. L'exception, avant, c'est tous les clubs tunisiens qui sont malades. Ils sont tous malades de ça. L'Espérance a eu que des petits trucs de primes, des petits. Voilà, Ouais, mais c'est c'est pas ça. des salaires. C'est pas des salaires. Ouais. Alors, c'est pas comme à Bizerte, bon, au CA, tout le monde le sait et tout ça, quoi. Ouais. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, au bout de 3 mois, donc les joueurs peuvent saisir la FIFA, 3 mois d'impayé, etc. Donc, ils s'arrangent toujours pour que ça soit un peu moins, mais surtout, normalement, la Fédé, au bout d'un moment, elle doit quand même garantir quelque chose. Et quand il y a un joueur qui se plaint et tout, bon, déjà, t'es sûr qu'il n'a pas le soutien de la Fédé. Et des fois, la Fédé va aider les clubs à que les dossiers, bon, voilà, ils aillent pas plus haut. Parce que si tu fais ça, Romain, t'as les voix des mecs. Aujourd'hui, le CAB. là, Romain, ils ont, Jarry, là, il a payé les chèques, enfin, il a, comment dire, Vas-y. En gros, c'est simple. Il y a le club de Bizerte, le CAB. D'ailleurs, moi, je suis de Bizerte aussi. Le président, il a mis beaucoup de chèques sans provision. Donc, en 2-2, il y a une affaire qui était montée contre lui en justice. Et donc, il a eu 15 ans de prison. En tout cas, bon, lui, la veille, il est parti, il est sur Paris, là. Il est bien sur Paris. Donc, le président de la fédération s'est déplacé à Bizerte hier, je crois, ou avant-hier. Il a promis d'éponger la dette et de payer tous les chèques à son nom. Voilà. Enfin, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. C'est très politique. Et sur ça, Jarry, il est fort parce que, c'est un mec, vu qu'il divise énormément pour mieux régner. Regarde, un moment donné, il va se mettre contre Sfax. Bon, ça, tout le monde le sait. Un moment donné, c'était contre le CA. Après, voilà. Et à un moment donné, il va donner l'impression aux gens qu'il peut se sauver parce qu'il profite de la gestion cataclysmique des clubs. Le meilleur exemple, c'est le club africain, je crois. À un moment donné, quand il a essayé de se poser comme le sauveur avec la fédération, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Franchement, Romain, moi je te dis la vérité. Regarde, moi personnellement, sur cette histoire-là du CA que j'ai très bien suivi, je te rejoins totalement. C'est-à-dire que il y a eu des discours en Tunisie qui ont dit mais Wadi Jarry et la FTF essayent de sauver le CA. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça en fait. Parce que si le CA est dans cette situation à l'heure actuelle, si le CAB est dans cette situation à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a des contrats qui ont été homologués par la FTF en amont aussi. Et parce que la FTF a été laxiste et a laissé les choses se faire. Donc moi, je trouve ça très hypocrite en fait de la part de la FTF et de Wadi Jarry d'agir de la sorte. Si c'est tout simple. Si tu veux le meilleur du football tunisien, il faut mettre un coup de balai dans la gestion des clubs. Il faut arrêter ce trucage de match permanent qui est souvent pour des histoires de paris. Ça me fait penser à la descente de Zardis aussi. Quand Zardis, ils ont tombé en D2, ils ont pris tous les coups de sifflet possibles et imaginables contre un moment donné. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as eu des petits problèmes avec la Fédé. Et moi, je te dis, j'ai eu énormément de dirigeants, ils sont terrorisés par Jarry. Mais terrorisés. Parce qu'ils se disent, si en gros on va s'opposer, on va se faire défoncer à l'arbitrage. C'est une réalité. C'est triste parce que c'est une réalité parce que j'ai eu les arbitres directement, j'ai des témoignages écrits, c'est pas genre, et c'est pas un ou deux. En gros, on te dit, c'est pas qu'on va toucher de l'argent, c'est que tu vas avoir des services. Tu vas aider, et ensuite, qu'est-ce qu'on va te dire? Admettons, t'as un fils, on va essayer de l'envoyer en France pour étudier. Tu vas obtenir des places au mondial. D'ailleurs, je rappelle que la Tunisie, c'est plus subtil, pour 2018, ils ont vendu les places qui devaient revenir aux familles des joueurs et tout. Oui. Et ça, mais c'est un putain de scandale. Romain, ça passe. Et du coup, à ton avis, pourquoi il fait ça en fait? C'est quoi son intérêt? Parce que là, il est un coup avec le club africain, un autre coup avec le CSS, avec l'étoile du Sahel. Il vise pour mieux régner. Tu fais une tournante, si tu veux. Ok, mais en fait, il veut garder sa place, Eddie. Il veut garder sa place, c'est tout. Non, mais c'est très fort. Il veut plus, il veut être ministre des Sports, il veut machin. On va pousser le raisonnement jusqu'au bout, d'accord? Ok. Donc lui, il était élu. Enfin, d'ailleurs, il était dirigeant dans la fédération pendant des années. Ensuite, il était élu pour un premier mandat. Après, il était réélu pour un deuxième mandat suite à une assemblée générale où c'était vraiment scandaleux contre un certain Jalel Traïa. J'ai bien suivi un peu ce que s'est passé à l'époque. Et sachant que dans les lois de la fédération, tu as le droit que de mandat, je crois. Donc, de mandat, oui. C'est ça. Donc,
qu'est-ce qu'il fait? Donc, en décembre dernier, il fait une assemblée générale, il convoque un peu tout le monde et il va changer la loi, je sais pas comment on appelle ça, électorale, c'est ça? Donc, il s'autorise les statuts, merci. Il s'autorise un 3e mandat. Tour de magie, donc voilà, c'est bon, c'est voté, c'est parti pour un tour. Là, je crois qu'il s'est fait Aux opposants de mémoire d'ailleurs, il y a même personne face à lui, je crois. Pas du tout. Alors, Ben Ali. Non, c'était en mars 2019, hein, l'histoire. Ça remonte là, en décembre 2019. Il était élu en mars 2020, donc c'est assez récent. Ouais. C'est quand il y a le Covid-19 et tout ça. Lui, il était avec 500 personnes à l'hôtel, tranquille, hein, pas de masque, rien de tout. Il est docteur, un peu de respect quand même, hein, s'il vous plaît. Donc, élu pour 144 voix pour 2 abstentions, dont le petit club du Croissant de Cheb, d'ailleurs, qui lutte un peu contre lui. Ouais, exactement. Moi, je le dis, hein, je connais pas son président, je connais pas ce club, mais au moins, c'est le seul club. On cache le président, c'est ça. C'est ça, c'est monsieur. Ce club, il pousse pour un semblant de démocratie. Et moi, je suis d'accord avec eux. Avec une éthique. Exactement. Une éthique du football. Donc, 144 voix pour. Voilà, l'Étoile du Sahel, ils ont essayé de lutter un peu, mais ils sont trouvés un peu entre guillemets dans la merde. Et du coup. Et quelle étoile, hein? Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut être président de la CAF? Il veut passer à la FIFA? Parce que là, la présidence de la FTF, ok, mais voilà, il a fait le tour là. Il a des ambitions continentales, je pense. Hein. Romain, à ton avis, c'est quoi la suite pour lui? Alors écoute, vis-à-vis de la CAF, il est pas du tout aimé par plein de présidents de fédé. Et le président de la CAF, t'as un autre Tunisien qui l'orne dessus, c'est quand même Tarek Bouchemaoui. Je crois qu'il s'en cache pas d'ailleurs, notamment à la FIFA. Puis t'as Foussile Ekja qui veut le marocain. Puis t'as quand même aussi d'autres personnes. Constant Marie qui l'orne dessus. Alors si Constant Marie devient président de la CAF, j'arrête là. Je crois que c'est bon. Ce sera quoi la morale? Dis-nous, Romain, dis-nous 2 mots sur lui, s'il te plaît, vite fait. Constant, les gens, à côté de Jarry, c'est un joueur de Bilboquet. Un mec, il est encore dans le landau avec le hochet sur la corruption, un rigolo. Constant Marie, en fait, si tu veux, je vais faire très simple. Il a marié sa fille à Atlanta avec des fonds de la CAF. Tranquille! Mais pourquoi se faire chier? C'est le Carlos Ghosn de Renault, quoi. Ah non, mais c'est inimaginable. Et puis avec le colonel Binamungu, qui est son second à la FECOFA, il mange de partout. C'est vraiment, mais en plus, c'est grotesque. Ils ont ouvert un terrain absolument dégueulasse en sable. Ça a coûté $1 million $1 million, et la FIFA était contente. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté grotesque. Mais si tu remets en contexte, Jarry, oui, c'est pas bien. Moi, ce que je vois surtout, c'est le délabrement progressif du football tunisien. Exactement. Votre sélection est une parodie. Votre sélection est une parodie. Quand tu mets Giresse, c'est une parodie. Pourquoi tout le monde savait ce qui se passait? Parce que tout le monde savait ce qui se passait. Ben Mohamed, pourquoi il est pas pris? Pour pas l'espérance. Mais après, c'est certain. Hein. Elle est certaine, l'histoire. Elle est certaine. Dis-nous, vas-y, raconte, Romain. Pourquoi il est pas pris, à ton avis? Parce que Riyad Benour, il s'est énervé, il en a parlé à son bon copain, le docteur. C'est vrai? Et du coup, il est pas. Et certain. Et certain. Donc, en gros. La sélection. Moi, j'ai parlé à 2-3 internationaux, mais c'était le cirque. Déjà, dans le staff, vous connaissez mieux que moi ce qui s'est passé. Giresse qui était en conflit. Comment il s'appelait le mec de Jarry dans le staff avec qui il était en conflit? J'ai perdu les noms. Kanzari. Voilà. Il met son mec là. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait de Jarry avec la sélection? Ça, j'adore. Il va pousser pour qu'il y ait 2-3 mecs sélectionnés. Ils vont les faire jouer 2-3 matchs pour ensuite, avec un de ses avocats avec qui il est très proche, les ramener dans le golf pour faire de l'argent. La sélection aujourd'hui, c'est avant tout une histoire d'enrichissement personnel où tu ramènes des mecs un peu moyens. T'as aucun cadre. Les joueurs, Giresse, il était déconnecté complet. Après, j'ai pas envie de dire. Ils pouvaient être respectés quand les joueurs savaient qu'ils commandaient pas. Un autre débat. Je veux dire, vous êtes la Tunisie, vous êtes une des meilleures sélections d'Afrique. T'as pas mieux à aller chercher comme une sélection nationale, franchement? Quand tu vois l'état des clubs, l'espérance, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'espérance et ses sacres continentaux exceptionnels, magnifiques, très bien. C'est l'arbre qui cache la forêt. Quand tu vois la situation des clubs aujourd'hui, quand tu vois, on va en parler tout à l'heure, de tous les pays, il y a un délabrement progressif. Oui. Il suffit de voir sur le marché européen, les mecs qui préfèrent aller en Algérie qu'en Tunisie aujourd'hui. Il s'est passé quoi pour que le championnat algérien aujourd'hui soit plus crédible aux yeux des recruteurs européens? Il s'est passé quoi? La Tunisie, c'est le meilleur championnat d'Afrique, point barre à la base avec l'Égypte, de loin. Aujourd'hui, c'est derrière le Botola. Regarde l'état des terrains, des pelouses. Ouais, c'est pas normal. On parle plus de terrain là, on parle des champs de patates là. Ouais. C'est pas normal. Regarde au Maroc. Si le Maroc ils sont capables de le faire, pourquoi on n'est pas capable de le faire? Ouais, mais moi, ce qui me choque après, je suis aligné avec toi sur l'histoire de la sélection nationale pour la Tunisie. En fait, moi, ce qui me choque, c'est pas, voilà, comme tu dis, c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de joueurs, l'effectif et tout ça. Il y a des bons joueurs. Tu vois,
Après, c'est un problème de choix. Et les choix, on a toujours, en fait, on a, enfin, ça se passe un peu partout, enfin, ça se passe partout pareil, pardon. Il y a toujours une espèce de copinage et tout ça. Mais de là à me dire que il va placer des joueurs au pays de golf et tout ça. Ah, mais tu demandes à tous les joueurs. Mais tu demandes à tous les joueurs. Non, mais ça, c'est vrai, ça. Je te transfère des messages. Moi, je te transfère les messages. Les amis, après, moi, j'aimerais poser une question à Romain sur ça, justement, sur le fait, entre guillemets, cette passerelle pour le golf. Ouais. Comment ça se fait que, par exemple, juste avant la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite 2018, voilà, 6 mois avant, on a quand même un afflux de joueurs internationaux, pour la plupart, qui quittent le championnat tunisien pour aller justement en Arabie Saoudite. Alors que 6 mois avant, c'est-à-dire que 6 mois avant ce mercato hivernal-là, nos joueurs n'allaient pas... Enfin, il y en avait des joueurs qui allaient dans le golf, mais c'était les meilleurs joueurs. C'était pas une quinzaine de joueurs d'un coup qui décident de signer là-bas. Donc, est-ce que Romain peut nous... Il y a un business, en fait, qui fait avec 2-3 agents et surtout un avocat. Et en fait, si tu veux, quand un joueur devient international, forcément, il prend de la valeur. Il peut le vendre plus cher, il devient international, etc. Et dans le même temps, ça arrange les clubs, parce que si un joueur est international, il y a des bonus et des primes à récupérer de la FIFA, etc. Donc en fait, ça arrange tout le monde. Quelque part, et c'est pour ça qu'on vote pour lui, parce que quelque part, il va privilégier encore des locaux, etc. Et encore une fois, il y a des très bons joueurs locaux, j'ai pas de problème avec ça. Et derrière, ils font du business. Et si il y a plusieurs joueurs, moi, qui m'en ont parlé directement, mais genre, les mecs s'en cachent pas, ils proposent. Tranquille. Et c'est tranquille, c'est à la vue et aux yeux de tous. Et je te parle de cadre de la sélection, quand on parle tranquille, moi, qui eux sont choqués. D'ailleurs, il y en a qui en ont plein le cul. Moi, j'avais une réflexion, Romain, à partager avec toi. C'est important ce que tu as dit tout à l'heure, notamment au niveau des statuts. Parce que vu de la Tunisie, en fait, on a quelque chose, c'est qu'on personnifie beaucoup les clubs, les fédérations. Un coup, c'est un tel. C'est toujours associé à des noms, à des prénoms. Est-ce que le système actuel, qui est quand même un système archaïque de non-amateurisme, pour moi, personnellement, c'est la plus grande incongruence. On parle d'un football professionnel avec des statuts de club archaïques. D'un point de vue plus large, comment tu vois cette situation du système tunisien? Parce que sinon, on va toujours rester dans un tel a fait, tel président a fait ça. Ouais. C'est un système global de toute façon, hein, c'est comme une grande toile d'araignée qui a des rôles aussi politiques, médiatiques pour couvrir tout ça. Il y a plein de choses. Et puis, il y a tout un volet illégal que je ne vais pas aborder ici parce que je te dis des gens au niveau international, et c'est tout en haut, sont en train de travailler dessus. Ça sortira quand ça sortira. Ce qu'ils m'ont consulté, c'était il y a 2 mois. Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que le football, dans un état général, vit de manière archaïque, mais même dans les... Par exemple, tu prends la Fédé française. La Fédé française, faut savoir que tu as un rendez-vous, et je sais pas une connerie ce que je te dis. À partir de 15h, t'as une grande chance que le mec en face, il soit bourré. Je suis sérieux quand je te dis ça. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, et je peux le dire tranquillement, il y a des abus sexuels, notamment le foot féminin, la Fédé fait tout pour que ça sorte pas. Genre, c'est pas on va essayer de punir les coupables. Non, faut surtout pas que ça se sache. Donc malheureusement, t'as affaire dans un système où le foot, les gens vivent au-dessus des lois, et c'est partout pareil. Je te dis, pour avoir étudié énormément, j'ai sorti des scandales de pédophilie dans le foot et tout ça, c'est phénoménal de voir l'incompétence et le fait que les mecs, ils sont dans les têtes des fédés, parce que c'est avant tout des politiques. Ça leur offre du pouvoir et de l'argent. Aujourd'hui, être président de fédération, c'est plus important qu'un ministre des Sports. C'est vrai. Je raconte l'anecdote simple d'Infantino, pour te montrer pourquoi je dis ça, et pourquoi les statuts archaïques et tout, ça les arrange ces gens-là, parce qu'ils en ont rien à foutre du développement du foot. Donc c'est le pouvoir. Infantino, il est à Davos. L'anecdote, elle m'a racontée par des gens de la FIFA. Donc il s'assoit à la table de Trump et il y a tout le monde. Et là, il regarde quelqu'un à côté, il fait « Vous me voyez ?» Le mec, il dit « Oui. » Il dit « Vous savez, vous parlez au deuxième homme le plus important à cette table ?» Sous-entendu, je suis le deuxième homme le plus important du monde. Voilà les gens qui dirigent le foot. Et c'est en fait, par mimétisme, tous les mecs ont un pouvoir et se sentent... Il y a un problème d'ego, il y a un délire d'ego et de partout. En France, on est très très bien placé dans ces délires-là, tu vois. C'est triste. Hein. Pour revenir sur la Tunisie, pour renforcer ce que tu viens de dire, Romain, je pense que les gars, vous serez d'accord. On renforce ça par nos médias aussi. Nos médias sont très dans le copinage, ce qui existe partout dans le monde. Mais à Tunisie, la société tunisienne, même, je te coupe. Exactement, en fait. Tunisienne dans la globalité, dans le copinage.
Exactement. Et tu vois, par exemple, les journaux tunisiens, pour beaucoup, ou même nos journalistes sportifs, pour beaucoup, encensent le travail de Wadir Jari. Alors que normalement, ce que tu dis, Romain... Ils ont des intérêts à le faire. Exactement. Ils ont des intérêts à le faire. Et ça veut dire qu'en fait, les intérêts supérieurs ne sont pas... Vas-y. Eni, je te laisse terminer, t'inquiète pas. Mais ce qui est c'est drôle, c'est que quand ils viennent dans les plateaux télé, ils sont tous en panique et ça se voit à leur visage en fait qu'ils sont gênés en fait de l'avoir en face et ça montre en fait que cet homme instaure de la peur en fait dans le monde du football. Oui, cristallise. Les gens le craignent en fait. Les gens craignent cet homme, craignent le docteur et c'est peut-être ce qu'il a cherché depuis le début, quoi. Non, puis dans le foot, tous les gens, ils veulent manger. C'est-à-dire que les journalistes, ils adorent parler aux gens importants, etc. On va te dire, t'as plus d'interview, t'as plus de ci, t'as plus de là. Et on en revient à l'ego. Et dans le Tunisie, comme ailleurs, c'est pareil. Tu vois, c'est pour ça que j'essaie de contextualiser en sortant un peu du contexte tunisien, parce que ça sert à rien de s'acharner sur la Tunisie. En fait, malheureusement, c'est gangréné de partout. C'est triste, hein. Mais ces gens-là nous tuent ce qu'on aime. Il n'y a pas d'autre mot. Qui aime le foot ne peut pas aimer Djari, par exemple. Premier qui me dit Djari fait du bien au football tunisien, c'est que ce mec, il aime pas le foot. Il suffit simplement de voir le délabrement de la sélection et du football. Il a inauguré une salle de sport en 2020, c'est quand même une bonne chose. Ah, excusez-nous, c'est vrai. La célèbre salle de sport. Non? Et tu vois ça, mais tiens, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est foutre de la gueule des gens. C'est vraiment, en gros, je vous pisse dessus, vous êtes de la merde, quoi. Moi, ce qui me fait de la peine, après tout, parce que je suis un peu comme Walid, en fait. Finalement, je veux bien parler jusqu'à demain, si vous voulez, des histoires et de son frère Ouaji, pour le coup. Hein, il s'appelle Ouaji, voilà. Ouais, et ce qu'il fait avec les agents, le Brésil et tout ça, les joueurs qui essayent de placer un peu partout, ça, à la limite, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on n'arrive pas à changer ça, on n'arrive pas à trouver des solutions pérennes, on n'arrive pas à trouver un club comme le club africain, l'histoire de comptes FIFA, enfin TF et tout ça, l'histoire des 6 points et comment Wadi Al-Jail a fait une production et tout un sketch pour sortir un peu dans l'image du héros, tu vois, de ce héros sauveur, qu'au final il a rien fait, limite il a pour moi, hein, c'est un peu la cause aussi des 6 points perdus du club africain. Et je mettrais ma main à couper que l'histoire, elle n'est pas très. Vas-y. Je peux me permettre juste un truc. Simer Rehi, qui est quand même un mec qui a flingué le club, bon, ça n'a pas été le seul, tu me diras. Mais il faut pas oublier qu'il avait beaucoup d'accords avec Wadi Djer à un moment donné. Hein. Ils étaient copains comme cochons à un moment donné. Ah, mais c'est pourquoi, à ton avis? Enfin, parce que peut-être qu'il y a un volet qui te. Même si il y a une raison derrière. Il y a une raison que je peux pas dire publiquement parce que j'ai pas le numéro de compte. Mais t'inquiète pas qu'un jour je l'aurai. Et que le moment où ça sortira, ça terminera en prison. J'espère que ça terminera en prison parce qu'il le mérite. Après, il y a les histoires aussi d'histoires politiques dans l'affaire. Et la politique, en Tunisie, la politique, elle se mêle beaucoup au sport. Et tous ceux qui essayent de faire de... On va en venir, Eddy. C'est le prochain. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on en parle. Ouais. Vas-y. Voilà, je conclus juste par rapport à l'état du sport et du football tunisien. C'est un peu malheureux parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire stop à ça, on arrête. Et on met des gens compétents, des gens qui ont une vraie perception du foot, qui ont un vrai projet pour le football tunisien, pour le sport tunisien. Et j'en connais beaucoup qui n'osent pas parler, malheureusement, Et moi, je les invite un jour, peut-être, voilà, à sortir un peu de leur, je vais pas dire, moi, de leur peur, parce que finalement, il n'y a plus de peur, en fait. Leur crainte et tout ça. Il faut dire stop, en fait. Faut arrêter d'être à la remercie d'un monsieur qui va débloquer 10 000 dinars pour 2-3 salaires et dire c'est bon, le héros il est là et le sauveur il est là. C'est malheureux d'en arriver là, c'est malheureux. Pour moi, c'est malheureux. On fait péter le scandale depuis l'extérieur, comme Romain l'a dit, et on fait tomber le château de cartes. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu leur donnes la possibilité de se faire ça, les mecs ils se sont chiés dessus. C'est moi qui suis passé pour un con en plus. Mais bon, là tu vois, je termine mes affaires d'Haïti, de pédophilie, de machin et toute la fédé et tout. Déjà, je vais arriver, je pense, à tous les foutre. À tous, je suis pas tout seul au final. Noedje, il y en a d'autres, mais bon, c'est quand même moi qui porte l'affaire. Donc on arrive à faire ça. Ensuite, j'ai le Gabon, pareil, scandale sexuel, en voiture, en voilà. Colombie, pareil. France, on y arrive. J'aimerais reprendre la Tunisie, mais il faut qu'à un moment donné, les mecs, ils aient des couilles, quoi. Parce que j'entends les Tunisiens, des mecs dans le foot. Ouais, moi j'ai des couilles. Il y en a pas un qui a des couilles. Le mec qui a des couilles, il pose sur la table et il dit, mais moi je me casse, messieurs, j'explique tout. Je n'ai pas bien le faire. Donc les gamines que j'ai vues violées par le président de Fédé en Haïti, elles ont 3 fois plus de couilles que tous ces mecs qui font les malins et les présidents de club. J'espère pour tous ceux qui vont écouter le podcast, je sais pas trop comment ils vont le prendre. Hein.
C'est une réalité. Moi, je leur ai dit. Hein. Moi, je me suis embrouillé avec des mecs en Tunisie à cause de ça. Je leur ai dit, mais vous m'avez fait passer pour un con. Moi, je te ramène les mecs de l'affaire où je me suis fait chier. Il y a eu 3 mises en examen en France pour les affaires, le truc de Bengar et tout. Je me suis fait chier tout seul. Moi, je prends rien par des menaces et tout ça. Si, j'attends. J'ai écrit sur la BBC, j'ai pris 60 € pour le travail de tout ce que j'ai fait. Wow, pour écrire un article. Wow, exceptionnel. Donc moi, je me fais chier comme pas possible pour que ça bouge, etc. Et au moment fatidique pour où tu dois faire ce truc, les mecs se sont dévinés. Ouais, je suis d'accord. Écoute. Mais t'imagines la haine que j'ai envers ces mecs-là? Ouais, mais tu m'étonnes. Après, moi, je vais dire une chose. Hein. Si un exemple à suivre aujourd'hui en Tunisie, peu importe ce qui cherche le président de Cheb, le petit club là, il faut suivre cet exemple. Hein. Il faut le suivre. Hein. Moi, je trouve que ce club, c'est le seul qui est courageux, c'est le seul qui arrive à dire quelque chose, c'est le seul qui s'oppose à ce système qui se met en place là, le rouleau compresseur, je l'appelle. Et bravo encore une fois. Hein. Enfin, j'espère que tous les clubs ils s'alignent avec Cheb. Il dit stop en fait. Voilà, faut arrêter avec cette mascarade, il faut arrêter avec ce sketch. Il faut dire non quand il faut dire non. Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Très bien, Heidi. Bon, en tout cas, ton message est passé pour le petit club de Chebba. On va passer sur le deuxième thème, la politique dans le football. Vu que tu étais chaud, Heidi, sur la politique dans le football avec Habib Bourguiba et Zaba, je te laisse la parole et après je laisserai aussi un petit peu Romain et Sofiane en parler. Et Walid, bien évidemment, et Yanni. Non, mais moi, je vais laisser Romain, mais le sport qui se mêle du foot, de la politique et la politique qui se mêle du sport, c'est une histoire éternelle en Tunisie qui a débuté depuis que le football et le sport a commencé. Et malheureusement, c'est toujours pour tirer vers le bas, c'est toujours pour mettre en avant les personnes et, comme disait mon ami Walid, la personnification des clubs et du sport. Et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, le sport, il dévie un peu de son message et de l'essence même de ce qu'il doit être. C'est un message de paix sociale, peut-être de progrès pour certaines catégories de la société, vers un message de politique. On voit un peu avec les ultras, avec la violence, avec des joueurs qui je sais pas moi, qui se rangent un peu derrière des hommes politiques. Tout ça, enfin, c'est contre-productif pour moi. Et la Tunisie, elle fait partie de tous ces pays qui mêlent sport et politique, qui font pas avancer le public. Exact. Quoi. Totalement. Moi, par rapport à ça, juste ça, je te laisserai la parole, t'en fais pas. Par rapport à ce lien, on va dire, sport et politique, ou football et politique en Tunisie, moi, je tiens juste à préciser, bon, vous savez que je suis très passionné d'histoire, en particulier du sport, et en fait, ça date depuis la création en fait des clubs en Tunisie, quoi. C'est-à-dire que Bourguiba, Allah yarahmou, était présent, on va dire, dans le bureau lors de la fondation du club africain, puis après il est allé à l'Espérance, et il a utilisé l'Espérance comme entre guillemets équipe, on va dire, pour la cause nationale indépendantiste. Et au final, c'est là qu'on voit que ce lien, il date d'avant l'indépendance. Donc, il est vraiment ancré, on va dire, dans l'ADN du sport tunisien. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ça date pas de 2011, ça date pas de 87. C'est quelque chose qui est ancré et qui est dans les habitudes des dirigeants tunisiens, de lier le football et la politique. Et moi, j'ai toujours dit, je le répète, football et politique ne font pas bon ménage. On a maints exemples dans le monde comme quoi ces deux choses-là ne marchent pas. Mais les hommes et les femmes politiques continuent à s'entêter avec ça. Donc, c'est Romain qui parle souvent du président moi j'aime bien l'Argentine, Boca, du président Macri. Tu parles régulièrement de Macri et qui a été pour lui qui est président de l'Argentine. Il n'a pas été élu, il n'a pas été réélu et bizarrement il a trouvé un poste à la FIFA. Ça va être un heureux hasard encore une fois. De quoi, Romain, t'as dit? Il est à la FIFA maintenant. Il va trouver un poste vu qu'il n'a pas été réélu à la tête de la présidence argentine. Alors, c'est l'ancien président de Boca Juniors. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand il a été élu, il a mis responsable des services secrets Gustavo Arribas, qui était un agent de joueur, un de ses amis. D'accord, c'est drôle. Parce que tu peux comparer la Tunisie, enfin le Maghreb en général. Moi, je vois énormément de proximité avec l'Amérique latine, dans la manière de vivre foot, etc. C'est vrai. On le voit aussi chez nous, Romain, on a tous une
un œil pointé vers l'Amérique du Sud. On regarde beaucoup. Voilà. Ah, quand tu imagines qu'à l'époque, la CONMEBOL, donc la Confédération de l'Amérique du Sud de football, ils avaient leur quartier au Paraguay, si je ne dis pas de bêtises, et qu'ils avaient une immunité diplomatique, les mecs. Tu te rends compte? C'est-à-dire que carrément, les dirigeants, maintenant, ça devient des... Et tu vois tous les scandales de corruption qui s'est passé ici et là, parce qu'on dit souvent que le football africain, il est vrai gangréné, mais ailleurs, c'est pas mieux. Et la politique, elle est... La CONMEBOL, c'est quelque chose. Pour suivre un peu... Oh, l'Asie, c'est pas mal. C'est quelque chose aussi. Ah ouais. Les Caraïbes. T'as la maison mère, sans aller plus loin. La maison mère, elle est gangrénée. L'ancien secrétaire général, il a pris 10 ans de tôle, là, je crois, ou 10 ans de suspension pour malversation. Là, c'était hier, la nouvelle. Mais en fait, le poisson, la tête, elle est pourrie. Donc, quand la tête, elle est pourrie, le reste, c'est pas mieux. Mais la politique et le foot sont intrinsèquement liés parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est un objet de pouvoir. Les gens, ils te disent c'est l'argent. Non, c'est le pouvoir. Ils n'ont pas compris que il y a une énorme différence et j'ai pas de respect pour celui qui fait pas la différence entre l'argent et le pouvoir. Le foot. À bas niveau comme à haut niveau. Pourquoi les mecs, pourquoi en France, ils veulent rester? Je vais te dire, c'est un truc qui est très con. Mais ils sont présidents, ça leur donne un pouvoir de fou. Déjà, c'est horrible ce que je vais dire, mais ils peuvent baiser des meufs comme ils veulent. C'est horrible ce que je dis. Mais tu sais que les présidents de foot de Ligue 1 de première division étaient tristes parce qu'ils n'ont pas pu faire leur sauterie habituelle. C'est-à-dire qu'ils font une orgie chaque année, et là ils n'ont pas pu la faire à cause du Covid, ils n'étaient pas contents. C'est quand même le niveau pour te montrer. Ensuite, l'argent que ça procure, et surtout, tu rencontres plein de gens pour faire du business. Parce que quand tu es président de club, il y a tout le monde qui vient te voir. Dans loge, etc., il y a plein de choses qui discutent. Donc, et ça, c'est dans tous les pays du monde. Et après, c'est intrinsèquement lié, parce qu'aussi, tu as des régimes qui veulent asseoir leur dite supériorité à travers le football. Alors, on peut venir beaucoup dans le monde arabe. On parlera du Yémen, peut-être tout à l'heure, qui est un des meilleurs exemples. Ou l'Irak sous Saddam, qui est aussi un exemple assez folklorique. Même le Liban, avec beaucoup de clubs communautaires qui, quelque part, reprenaient un petit peu la drôle de constitution qu'on a imposée aux Libanais avec ce système confessionnel qui ne marche pas du tout. Et tu le vois dans tous les autres pays comme ça. Et autrement, tu as des pays comme l'Uruguay, on en parlait tout à l'heure, qui va se servir du football comme un outil promotionnel pour vendre certaines choses dans le pays. Et d'ailleurs, tu peux voir très facilement les accords bilatéraux entre l'Uruguay et la Chine étant le premier partenaire économique de l'Uruguay, même si ça devrait changer suite à l'élection du nouveau président là. Mais en 2016, si je ne dis pas de bêtises, l'ancien président uruguayen Tabaré Vázquez s'est rendu à Pékin. Dans la délégation, il y avait Alvaro Recoba. Alors je veux bien qu'on l'appelle El Chino, mais t'imagines un footballeur qui vient là-bas et l'Uruguay a passé des accords avec la Chine où en échange d'accords contractuels, ils vendent aux Chinois leur savoir footballistique. Donc on est très clairement dans le foot comme objet de pouvoir et également de négociation dans des deals bilatéraux. La Chine ambitionne aussi de devenir une grande nation du football, même s'ils ont de grosses difficultés. Hein. Et je vais aller plus loin. La Chine, avec la route du soie et tout ça, là, tous les méga projets qu'ils sont en train de développer entre l'Afrique, entre l'Amérique latine et tout ça, c'est tout à fait normal. Et je trouve que, voilà, il y en a qui utilisent ce football, comme tu le dis très bien, Romain, pour développer du business à travers la politique. Mais pour revenir un peu à notre exemple en Tunisie, le football je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une prise. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Je vais pas citer le nom des partis parce que j'aime pas faire de la publicité pour ces partis politiques, mais on les voit aujourd'hui. Le président d'un club qui est en Ligue 1 en Tunisie est aussi membre de l'Assemblée nationale. On est bien d'accord? C'est ça, hein? Oui. Puis quand tu vois Jarry, regarde Jarry. Et il a une parti politique. Il était pour la partie de. Voilà, c'est quoi? Je balance. Il était pour le parti de Youssouf Choued, lui. Non? Oui, totalement. Nida Tounes. Voilà. Il était avec Nida Tounes. Reza Sherfeddine, il est élu à la tête du parti de Nabil Karoui. Hossein Jnaïh, pareil. La fille de Reza Sherfeddine. Je balance. Attends, Sofiane, 2 secondes. La fille de Reza Sherfeddine, pareil, elle est dans l'Assemblée nationale. À l'époque, Slim Riah, il a pris la tête de club africain, il monte un parti politique, et tu as 17 députés qui sont à l'Assemblée nationale. Là, Youssouf Choued, il veut refaire la même chose avec le club africain, et comme par hasard, les supporters ils disent stop, non, il est hors de question que tu refasses la même chose que Slim Riah. Donc, c'est pour ça que je dis en fait, l'Espérance, peut-être c'est le seul club, grâce à Hamid Medeb, qui reste un peu loin de tout ça, mais tous les autres clubs, tous les autres présidents, et tu le dis très bien, le président il cherche le pouvoir, et le pouvoir c'est la politique, et la politique pour avoir cette place, c'est grâce au sport. Et c'est ce qui se passe en Tunisie, malheureusement. Slim Riahi, c'est le meilleur exemple. Bah oui. Et d'ailleurs, regardez où il est aujourd'hui. Regardez où il est. Ah, mais il est en exil.
c'est le prochain sujet de... Sur la Côte d'Azur. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit Eddy, rebondir sur ça, c'est que clairement, tous les présidents de clubs en Tunisie, enfin quasiment tous, sont quasiment politisés. Clairement, ils sont quasiment tout politisés. Mais je pense que, comme j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'ADN des dirigeants en Tunisie, dans l'ADN du sport tunisien, les dirigeants doivent être politisés. Parce que c'était comme ça avant l'indépendance et parce que ça s'est perpétué après l'indépendance. Même avant le 14 janvier 2011, tu avais des présidents de clubs qui étaient clairement avec le RCD. Dans les années, Bourguiba étaient clairement des néo-destouriens, convaincus. On n'avait pas des présidents de clubs qui étaient à gauche, par exemple. Donc, c'est le cheminement des choses et je trouve qu'il y a la continuité, on va dire, de l'histoire qui fait que on a des présidents en 2020 encore plus politisés qu'à l'époque. Ouais, Sofiane, je te rejoins parfaitement. D'ailleurs, sur ce que dit Hedi, le sport en général, pas seulement le football, en Tunisie a systématiquement été récupéré depuis Bourguiba, depuis Ben Ali, et c'est quelque chose qui s'est fait. Tu te rappelles Walid te rappelles Walid quand à chaque fois que par exemple un club tunisien remportait une coupe d'Afrique ou une coupe arabe, eh ben on avait toujours cette photo de Ben Ali ou de Bourguiba avec la coupe qui la donne au capitaine de telle ou telle équipe en question. Et au final, justement pour moi c'est symbolique en fait de ça. Symbolique, il y a clairement une récupération totale. Et la CAN 2004 est le meilleur exemple d'ailleurs. Exactement. On en a parlé dans le podcast. La parade. Exact. Ouais, même les médailles dans les jeux, dans les sports individuels. T'as le président. Désolé, non, pas de souci. T'as tout de suite le président à l'aéroport. T'as des personnes qui sont auréolées, et c'est un peu le prolongement de l'image que veut donner le pouvoir. Maintenant, ce qui est dommage, tu te souviens, Walid, et tu te souviens à chaque fois à l'aéroport et tout, t'avais les logos du club, par exemple de l'Espérance, du club africain ou bien du CSS ou de l'Étoile, et t'avais à côté le petit photo de Ben Ali là qui met la main sur le cœur comme ça, et t'avais la moitié des supporters qui criaient justement les slogans de leur club et le reste qui criait Yahya Ben Ali, Yahya Ben Ali. Voilà, c'est clairement il y a une récupération qui est flagrante. Surtout, non mais Sofiane, c'est vrai. Je suis désolé, Walid, je suis plié en deux, je suis désolé. Non mais c'est ça. C'est la récupération politique lors de la CAN 2004 où c'est lui qui donne la coupe à Khaled Badra aussi. Tu vois c'est pas à lui de donner la coupe à la Tunisie. Protocole. Il s'assoit sur le protocole. Vas-y Walid, termine ton idée, vas-y. Ouais, moi je voulais dire, voilà, c'est pas pour recentrer sur la Tunisie, ça concerne le sport en général, et c'est vraiment dommage parce que contrairement à ce que disait Romain sur l'Uruguay, le sport n'a jamais été utilisé comme un levier de développement social ou économique. Ça a toujours été là pour servir l'image du pouvoir. Et c'est malheureux parce que la passion et le potentiel qui est là, y compris pour les sports individuels, qui ont ramené des performances, ramené encore en nombre de licenciés. Quand tu vois l'handball tunisien et le volley, c'est des performances au-delà des attentes. Maintenant, dans les sports individuels aussi, tu as l'athlétisme, tu as la boxe, tu as de grandes traditions aujourd'hui qui disparaissent. Et le tennis. Le tennis. Aussi, ouais. Avec l'état de la boxe, faudra qu'on en parle dans un podcast ou dans un article. Ça mérite un podcast. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un champion, je crois c'est Hichem Belkhir, je crois, qui était il y a 7 ans à peu près à la télé, et il était en larmes en fait. Parce qu'il était en larmes, parce qu'il y avait plus de salles en fait. Il y a plus de salles de boxe en Tunisie. Des choses qui étaient là dans les quartiers populaires à l'époque, etc. Ouais. Et lui vient de Hafsiya, donc un quartier populaire de Tunis, et il y avait plus de salles en fait, tout était fermé, c'est devenu des squats. Il faut l'arrêter là, il est parti. Ah désolé, c'est vrai, restons dans le football, les gars. Exactement. Le point commun, c'est que ces personnes-là qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est que à 99,9%, c'est des gens qui pigent strictement rien au football ni au sport. Je prends l'exemple du cheikh Suleiman. La personne avec qui j'ai discuté pour l'enquête, c'est la personne qui lui disait quoi dire, qui lui disait quand parler de Mark Hughes, quand faire une déclaration, qu'est-ce qu'il faut dire comme objectif. C'est des personnes qui pigent rien en fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est des mecs.
des parachutés, quoi. Des bons à rien, quoi. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils savent pas quoi faire avec, tu vois. C'est particulier le golf après. Quand tu vois la guerre du golf 2.0 qui sont en train de se faire, là, c'est quand même délire. D'ailleurs, une petite parenthèse, Romain, tu crois, toi, l'histoire de l'OM, là, ou pas? Bah, tu connais mieux que moi le stade gabésien, ce qui s'est passé avec l'autre, quand même. Ah, bah, Sofiane, il a tout balancé. Hein. Mais c'est... Écoute, moi, je connais des gens qui laissent croquer. D'ailleurs, il doit... C'était 2 semaines d'hôtel pas payé à Jeddah. Et c'est un mec, il est fort, je vous dire. Moi, je dis bravo. D'arriver à embobiner les mecs comme il le fait et d'arriver à croire que parce que tu vas reprendre l'OM, tu vas contrer l'influence des frères musulmans en France et dans le Maghreb et qu'il y ait des cons qui sont capables d'y croire. Bravo. Il est fort, hein. Il les a bien roulés en farine en Libye déjà. Ouais. Mais tu vois ce que tu dis, Romain, cette dichotomie frères musulmans, terrorisme, ça c'est vraiment le discours saoudien. Tu vois, c'est le discours saoudien et émirati aussi. Il faut mettre les Émiratis là-dedans. C'est vraiment. Ils considèrent ça comme une relation terroriste, les frères musulmans, je sais. Exactement. Tandis qu'eux, ils sont clean. Hein. Attention, eux, c'est la Norvège et la Suède. L'égalité. Un peu de respect, hein. C'est des beaux pays. Il faut pas la merde. Que ça soit en Syrie, en Libye, en Somalie, surtout au Yémen. Au Yémen, ça va très bien. Je suis dégoûté pour. Je suis dégoûté pour Saïf Eddin Khaoui parce que moi, je le vois bien capitaine en Ligue des Champions. Ouais, okay. Moi aussi, je vois bien des jeunes Tunisiens débarquer à l'OM dans l'avenir et tout. Ouais, c'est ce qu'il a promis notre ami Ajroudi. Mais c'est lui dire. Moi, écoute, je vais te dire une anecdote. Mais dimanche, j'ai appelé Boudjelal personnellement pour lui dire t'es en train de te faire baiser. Et alors? Il veut m'appeler. Et alors machin, j'en ai même dit à caresser tout, même on m'appeler. Mais je dis, mais vous êtes en train de faire baiser. Romain, est-ce qu'il t'a sorti c'était ma deuxième sodomie arbitrale ou pas? C'est la fameuse. Non, par contre, Acarias m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Bah, je dis, quand quelqu'un est en train de se faire enculer, la moindre des choses, c'est de lui dire, non? Oups. Je pense que Boudjelal est suffisamment alerte pour comprendre que là, il maîtrise plus rien. Mais c'est pas parce que le mec, il paye une note au Georges V, tu vois, puis le projet, il est délirant, quoi. C'est con, en fait, tu vois. Les Saoudiens, ils veulent Newcastle, ils en ont rien à cirer de la Ligue 1. Bah oui. Ils t'ont vendu ça pour faire la concurrence avec le Qatar, alors que ça n'a rien à voir. Et tous, ils essayent de faire ça. T'as plein d'apporteurs d'affaires. Tiens, t'as aussi le mari de Christine Lagarde, le conjoint de Christine Lagarde, qui est aussi sur Giaconti, je crois qu'il s'appelle, qui voulait reprendre l'OM, qui essaye de trouver des mecs. Et tous, ils essayent de récupérer des mecs en pensant que l'Arabie Saoudite, c'est le pays des mirages. Le nombre d'arnaques de princes et princesses saoudiens qui ont pas payé dans des hôtels de luxe, c'est eux qui ont le record quand même. Hein. On en parle jamais. C'est un pays qui est quand même particulier. Tu me diras, mais c'est le pays des mirages. Mais c'est aussi très politisé. D'ailleurs, le grand truc, la SFA, c'est toutes les fédérations sportives saoudiennes avaient annulé les dettes de tous les clubs saoudiens aussi, qui est une intervention politique dans le foot, parce que malheureusement, dans plein de clubs, même en Arabie Saoudite, il y a aussi beaucoup de clubs qui ne payent pas toujours. Oui, c'est vrai. On a le cas avec Naïm Sliti aujourd'hui. Ouais. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et pas que lui. Triste de le voir là-bas d'ailleurs, parce que c'est un mec c'est pathétique. Si on fait une petite parenthèse sur lui, c'est pathétique. On est tous tristes. Mais c'est pas de sa faute. Hein. Maintenant. Moi, je vais te dire le problème qu'il y a eu avec Sliti, c'est qu'il y a 50 000 personnes qui l'ont proposé à des clubs. Des intermédiaires. Son agent, c'est Frank Welfinger. Oui. Je pense qu'il a dû signer des mandats des mecs, mais le problème du foot aujourd'hui, c'est que Sliti, c'est un mec qui a une bonne cote et c'est un mec un peu connu. Donc, vu que ça se passe comme ça, t'as un agent, tu contactes tel directeur sportif, vous avez besoin de quoi? Le mec, il te dit. Le mec, il se connaît pas trop, il appelle un autre gars et tout, t'as pas des profils, etc. Et souvent, le nom de Sliti ressortait. Donc, en fait, il était proposé par tout le monde. Parce que c'est la jungle, le milieu du foot. Aujourd'hui, ça se fait sur WhatsApp, un lien de Transfermarkt. C'est terrible, mais c'est vraiment comme ça que ça se fait. Et là où tu te dis qu'il y a quand même un gros problème. Et Sliti, en fait, son heure venait tout le temps. Donc, les gens disaient, c'est un bordel. C'est un bordel. Parce qu'il savait pas à qui parler, etc. Parce que tout le monde le proposait. Pourquoi? Parce que vu qu'il est quand même assez connu, tu sais, il était en Tunisie, etc. Et il a rien à foutre là-bas. Moi, je l'aurais bien vu en Espagne, mais après. C'est vrai. Est-ce que ça a été bien géré son dossier? Malheureusement, non. J'espère qu'il suivra l'exemple de Oussama Dadi quand même, qui a su repartir au bout de 6 mois et là ils se sont fait une petite santé en Turquie. Même voilà, ça reste quand même un petit club. Kassim Pasha, mais c'est mieux que le Tifak là. Le 19e de l'Arabie Saoudite, quoi. Enfin, c'est un mec sérieux, Sliti, tu vois. C'est un mec, qu'on parlait tout à l'heure de la débandade en sélection, où t'as des mecs qui viennent plus pour fumer des chichas et pour baiser des putes. Lui, c'est pas du tout ça, quand même, tu vois. Ouais. Je te rassure, c'est la plupart des sélections. Tu fais quoi, Khald, après? Tu vas couper tout ça ou on fait comment? Je sais pas, on va laisser comme ça. On va s'arranger.
Il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, on va finir sur parce qu'on a beaucoup. Romain, tu nous donneras le numéro de ton avocat, s'il te plaît, après. Mais moi, j'ai les messages des mecs, donc tu veux qu'ils fassent quoi? Messages des internationaux. Mais c'est connu, hein, par exemple, Naïm Slik, mais tout partout. Il a fait partie du front contre, par exemple, Benzarti, etc. Hein. Oh, c'est fou. Ouais, bon. Allez. Mémé. Enchaîne, Mémé. Vas-y, Eddie. Bon, de toute façon, on va enchaîner avec la corruption en LP1, en FTF, Slim Chiboum, Yesharis, Riahi, etc. Romain, qu'est-ce que tu as quelques infos croustillantes sur ces personnages? Bon, j'arrive, je pense que le docteur en a fait le tour. Mais on l'a rincé, lui. Écoute, moi encore une fois, je suis pas là pour dire que tout est moche, tout est si. Et malheureusement, je suis réaliste. Dans le milieu du foot, c'est un milieu de fourbe. Plus t'es fourbe, plus ça marche. Et j'ai des exemples en veux-tu en voilà. Semerrehi, on parlait d'ascension politique comme il a fait et tout. Il y a tout derrière. De toute façon, j'ai pas besoin de parler. Je pense que tout le monde le sait. Mais par contre, c'est trop facile de dire c'est que la faute de Semerrehi parce que le bureau directeur du club africain, c'est pas mieux. Hein. Les mecs qui sont partis après. Moi, quand je vois la passion de ce club, les gens, ce qu'ils ont donné et tout, et comment c'est détourné, et comment ils arrivent à prendre les gens pour des cons, franchement, ça me fait de la peine et j'ai envie de pleurer pour vous. L'état du club africain, mais c'est un scandale. Mais un scandale. On parle d'un des plus grands clubs du continent. D'un club où t'as quand même les fans de l'Espérance. Mais même les fans de l'Espérance, putain, ils ont envie de jouer des vrais derbys, bordel de merde. Un vrai derby. Oui. Club africain Espérance, c'est ça le foot. C'est ça le foot. Ça. Non, mais c'est vrai. Et pas avoir une parodie de club gérée par des criminels. Ouais, même l'Étoile, c'est un gros club, c'est perturbé par des luttes internes parce qu'à chaque fois c'est des problèmes de guerre de pouvoir et tout. Vous avez 4 gros clubs quand même, Sfax, l'Étoile, le CA et l'Espérance, et t'en as d'autres, mais ça doit être au top du continent africain. Ce qui se passe au club africain, c'est la continuité de Semerrehi. Il est parti, mais les casseroles elles continuent. Il n'y a pas que lui. Il fout du club dans la merde. Hein. Et puis on l'a bien laissé faire aussi. Hein. Et si je me permets, Romain, pour aller en plus dans ton sens, aujourd'hui l'Espérance de Tunis, parce que voilà, c'est vrai qu'ils étaient deux fois champions d'Afrique, mais les dernières sorties, ils étaient un peu incapables de battre le Zamalek sur deux compétitions, parce que justement, il manque de concurrence. Et c'est un peu comme le PSG par rapport à l'Europe. C'était crack en poule aussi. Voilà. Et on l'a vu au championnat du monde des clubs. Hein. Oui. Ouais, et même on a vu la différence. Hein. On est d'accord. Et même contre le Zamalek, peut-être qu'on en parlait un peu avec Walid dans un podcast spécial avec la gestion d'Omaïn Chaben. Mais l'Espérance est victime aussi de la faiblesse qui est dans le football tunisien par l'Étoile du Sahel, par le club africain. C'est pas normal. Eddy, je complète ce que tu dis. C'est pas normal qu'aujourd'hui l'Espérance ait, on va dire, une différence avec ses poursuivants. Et c'est pas normal que l'Espérance soit invaincue dans le championnat tunisien au jour d'aujourd'hui. Normalement, le championnat tunisien qui est soi-disant, je précise, attractif et le meilleur d'Afrique, soi-disant. C'est pas normal que l'Espérance est en roue libre comme ça. Non. Ok, d'accord, on peut dire ce qu'on veut, ils ont un bon effectif, etc., mais le jour, quand il y a des classicos, quand il y a des chocs, quand il y a des matchs contre l'US Monastir ou le Stade tunisien, etc., il faut qu'il y ait de l'adversité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre dedans. Il faut que... C'est ces matchs-là qui vont être regardés par des personnes qui ne s'intéressent pas au football tunisien, d'accord? Donc, il faut que ces matchs-là soient dignes des affiches, des grosses affiches. Et on doit montrer quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, l'Espérance, elle est là, elle fait ses matchs. J'ai même l'impression que quand elle joue mal, on voit en interview les joueurs non espérantistes, ils vont te dire l'Espérance a la culture de la gagne. Puis basta. On reste à ça. Et t'en reviens aussi au même débat. Le manque de vision en haut de la pyramide chez les décisionnaires du football tunisien. C'est qu'est-ce que tu veux faire de ton football? Quel type de produit en tant qu'entertainment tu veux proposer à ton public? Ces 2 éléments-là, il n'y a personne qui réfléchit dessus. Disait Romain tout à l'heure, en fait, ce sont juste des personnes qui sont là pour le pouvoir et uniquement le pouvoir. Tandis que ce sport-là a besoin de structures de réflexion. Regarde le centre de formation de l'Espérance. Il y a tout pour bien faire, il y a des formateurs très bien, mais les mecs très bien, c'est peu qui décident.
Pour tous ceux qui veulent voir, Nizar Jelassi sur son compte Twitter en parlait de temps en temps. Il y a des trucs scandaleux qui se passent. Alors qu'on parle du club le plus structuré de Tunisie, qui devrait donner l'exemple. On en a parlé dans un précédent podcast spécial Espérance qu'on profite que tous les auditeurs nous écoutent pour que vous allez jeter un œil justement. Mais voilà, on a parlé du centre de formation, tout ça et Walid il écoute un peu et il sait ce qui se passe un peu. Moi, je vous connaissais mon avis en fait. On a identifié le centre de formation de l'Espérance comme étant une grande faiblesse sur le SWOT de l'Espérance, sur l'analyse qu'on avait faite. Et moi, l'exemple qui m'interpelle, c'est celui de Brentford en deuxième division, en Championship. Ouais, c'est un club qui est cité aujourd'hui comme référence dans le Big Data. Et les mecs, ils ont décidé tout bonnement, tout simplement, de supprimer le centre de formation parce que ça ne sert à rien, parce qu'il leur coûte cher et ils ne rapportent pas. Et donc, moi, je dis chapeau parce que c'est très cohérent. Et je ne sais pas à quoi sert encore aujourd'hui le centre de formation de l'Espérance, si c'est pour former et laisser tomber la post-formation et laisser des joueurs un peu dans la difficulté, perdre de vue la suite de leur carrière. Moi, je trouve aujourd'hui Après, Walid, on a le même problème en France aussi, sur ce sujet de formation. Ouais, même le PSG, c'est valable aussi. Ouais, je ne sais pas pourquoi le PSG ne supprimerait pas. Il n'y a pas que le PSG, mon frère. Il y a plusieurs clubs qui ont du mal, comme l'OM, qui n'ont pas réussi à garder Liadji qui va se barrer à Lille, par exemple, qui n'ont pas réussi à retenir un gamin. Il y a un gros problème en France. Mais attends. Là, tu parles du PSG, de l'OM, etc. Tu me sors des... Et c'est des grands clubs. Normalement, c'est les deux plus grosses locomotives du... grands clubs, sauf que l'Espérance n'arrive pas à sortir des joueurs. C'est très simple. C'est pas ça le problème. Le problème de l'Espérance, elle n'arrive pas à sortir des joueurs. Elle sort un joueur par-ci, un joueur par-là. C'est vrai. Quand même. Non, c'est pas la stratégie du club. Ben Ramadan et Berim, c'est ça, les deux cadres là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Surtout Ben Ramadan en ce moment. Surtout Ben Ramadan. Et puis il y a les problèmes contractuels avec lui. Et Eddie, est-ce que tu peux me citer d'autres joueurs, à part Ben Ramadan? Bon, Berim, mais pour moi, il n'a pas encore percé réellement. Il n'a rien prouvé. Voilà. Mais Ben Ramadan a prouvé, etc. Il peut prétendre à une place de titulaire. Mais est-ce que tu peux me citer d'autres joueurs qui sont formés à l'Espérance, qui ont éclos peut-être du centre de formation de l'Espérance, et qui au jour d'aujourd'hui ont fait fortune, entre guillemets, dans d'autres clubs tunisiens de LP1? Cite-moi des noms. Ouais, mais attends, déjà, dire que l'Espérance ne forme pas, pour moi, c'est un peu exagéré. Je pars du principe que des joueurs. Sofiane, il veut que des cracks, Hedi. Il veut que. Il veut pas des cracks. Il veut que l'Espérance forme que des cracks. Je pense. Les jeunes de l'Espérance jouer, je pense. Pas au niveau. Non, attends, je m'explique juste vite fait. En fait, j'ai eu quand même une petite discussion un peu avec Nizar aussi par rapport au cas de Mohamed Bermdan et la gestion de tout le volet, Walid aussi, volet post-formation à l'Espérance de Tunis, qui, pour moi, aujourd'hui, il est très mal géré. Riyad Banour ou pas, je ne sais pas, mais il est mal géré. Des cas comme Mohamed Ali Bermdan, même si, bon, il va finir par signer parce que son père, il est fanatique de l'Espérance et tout ça, mais c'est un cas quand même. C'est un joueur qui est pas content, qui est pas satisfait de la situation. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs, Mohamed Ali Bermdan, les gens, à un moment, ils commencent à cracher sur lui, ils disent, ouais, il a fait 2-3 matchs, il demande de doubler son salaire. En même temps, le pauvre, il vient d'une famille qui est modeste, moi je le sais, j'ai mes sources aussi. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Raïd Fed, il va partir. Montassar Talbi, il est parti comme pareil, ou il était poussé par la sortie. Mohamed Ali, comment il s'appelle, notre arrière gauche qui est parti au Havre, là. Ben Mohamed, pareil. Demander comment il est parti de l'Espérance, comme un propre aussi. Aussi, ouais. Ouais, bizarrement, Riyad Benour, il est dans tous les dossiers qui sentent mauvais. L'Espérance, peut-être un heureux hasard. Donc, je rejoins un peu ce que tu disais au départ, Romain. Le fait que, c'était Walid, qu'il a mis un peu en retrait en ce moment sur la gestion des dossiers, parce que je pense que Hamd Elmed se rend compte qu'il y a un problème sur les jeunes de l'Espérance qui ne veulent pas rester. Il a signé un pré-contrat au Lokomotiv Zagreb, alors que voilà, il est formé à l'Espérance, il a que 21 ou 22 ans. Aujourd'hui, les joueurs qui ont 20, 21, 22 ans préfèrent partir en Europe dans des clubs moyens, avec des salaires où ils sont payés, que de rester à l'Espérance avec une forte concurrence. En plus, c'est un club qui achète cher les joueurs au lieu de miser sur ces jeunes. Mais là, je suis d'accord avec toi, Eddie, tu vois. Et je pense que Hamdi Med, il se dit, quand il voit l'histoire de son club, etc.,
l'Espérance a quand même eu des grandes équipes avec une base en fait de joueurs qui sont formés au club. Walid me confirmera. L'époque Chokri Ouar, etc., t'as quand même pas mal de joueurs qui sont formés au club, ou bien t'as des joueurs qui sont pas formés au club mais qui sont venus, on va dire, qui sont jeunes, comme Aïd Hamrouni, Radej Aïdi, Sekni, tout ça. Sekni, après Chihi aussi. Chihi, voilà, énormément de joueurs. Ce que je dis, moi, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que les jeunes, en tout cas, qui sont à l'Espérance, qui sont en élite ou bien en U19, U17, etc., peut-être que c'est bouché pour eux. C'est-à-dire que peut-être que eux, ils ont les dents longues, ils veulent jouer. Berim, par exemple, et on a Mimouni aussi, Farouk Mimouni, qui joue pas du tout. Lui, clairement, on dit, c'est un très bon talent, etc., mais on dirait qu'il n'entre pas dans les plans de Mohamed Chabed. Après, on verra comment ça va se passer. Après, peut-être qu'il n'a pas le niveau aussi, Sofiane. Je sais rien, moi. Ouais, peut-être qu'il n'a pas le niveau. C'est prématuré, je pense. Voilà, on est d'accord. Tranché. Mais totalement, après, on l'a pas vu jouer en pro, etc. On l'a pas vu jouer en pro. Mais je pense que l'Espérance n'est pas assez patiente, on va dire, vis-à-vis de ces jeunes. Mais bon, voilà, c'est juste mon avis. Après. Et d'ailleurs, après, je ferme la parenthèse. Tous les clubs en Tunisie aujourd'hui, quand ils voient le problème qu'ils ont avec les salaires impayés, avec la période du Covid-19, là où la situation, elle qui a pas arrangé les choses. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? L'Étoile du Sahel, le club africain, tout ça. Ils vont miser sur les jeunes. Comme si là, ils se rendent compte qu'il y a la solution magique, là, qui sort du chapeau de tout le monde. Non, c'est le système D, quoi. Ils ont plus le choix. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Donc, alors qu'à la base, ils ont la solution en interne. Ouais, non, après. Si tu vas aller acheter un joueur que tu n'es pas capable de payer ou quelqu'un que tu vas te casser la tête, te ramener, je sais pas, une Afrique de l'Ouest ou un joueur que tu vas faire un transfert interclub en Tunisie où tu n'es pas sûr, toi, d'avoir les finances. Parce que toi, chez toi, tu as un gamin de 18 ans, 19 ans que tu peux faire monter et faire grandir. Mais là, ça ne dit pas dire. Les deux joueurs camerounais au club africain, je sais pas, Romain, tu es au courant de cette histoire? Oui. Alors, je sais pas, je veux bien ton avis sur quelque chose. Maître Gauthier Bochat, là. Tu dois le connaître un peu. Non, mais pas personnellement. C'est vrai, peut-être, alors ces histoires, parce qu'il défend aussi la fédération algérienne contre l'ex-sélectionnaire, là, le Karaz. Il était aussi dans l'histoire de Nicolas Pepe sur son transfert à Arsenal. Tiens. Et du coup, en fait, c'est quoi son histoire, la dernière plainte là pour soi-disant rétrograder le club africain en division inférieure? Enfin, je vois pas comment un avocat il peut lancer une procédure sans intérêt personnel, puisque finalement il doit être payé. Il y a des intérêts de partout. D'ailleurs, petite parenthèse aussi sur ce que vous disiez. Les nouvelles règles du championnat tunisien qui considèrent les joueurs maghrébins comme locaux, c'est pourquoi? On en revient au même. C'est-à-dire qu'on a un championnat qui devient championnat de training et de transfert parce qu'on essaie aussi de faire du fric. Donc les jeunes, ils en s'en foutent. Aujourd'hui, c'est aussi terrible parce que quelque part, ça va limiter certains jeunes tunisiens, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la solution, c'est d'aller récupérer notamment des mecs en Algérie. Tu sais très bien que t'en as qui, aujourd'hui, le joueur algérien, il plaît. Même en Europe, etc. Surtout à l'Espérance. Après, Benguit, c'est un très bon joueur, attention. Mais... Et puis aussi, t'as une hype libyenne aussi en Tunisie. C'est vrai. C'est vrai aussi. Ouais. Exactement, parce que tu peux les récupérer moins cher, non. Mais qu'aussi, les mecs, ce qui les intéresse, c'est faire des transferts. Et pourquoi tu veux faire des transferts? Posez-vous les bonnes questions, quoi. Après, je fais un constat sévère sur le milieu du foot, mais malheureusement, c'est un peu ça. Après, sur l'avocat dont tu parles, j'ai pas tout le dossier en main, donc quand je connais pas ça, je ferme ma gueule. Par contre, moi, je dis relais, avec aujourd'hui de plus en plus d'avocats qui font les agents. Et pour ceux qui suivent Marseille, regardez qui gère Pape Gueye. À côté, Eric Zemmour, c'est une majorette. Imagine Eric Zemmour qui gérait des noirs musulmans. On dirait c'est quand même bizarre quand même. Ouais, c'est clair. Tu m'étonnes. Va sur le compte Twitter de Pierre-Henri Bovis, l'avocat de Pape Gueye, et tu me diras si tu trouves que c'est normal. Que c'est cohérent, un mec qui est quand même... Donc c'est pour ça, quand tu vois ce genre de trucs, les avocats, ils me font bien rire aujourd'hui. Ils essayent de se mettre dans le milieu du foot et il y a beaucoup d'intérêt. Et Pierre-Henri, si tu m'écoutes, un petit coucou à toi, bien évidemment. Tiens, Romain, vu que t'es sur la continuité, on veut ton avis sur la situation actuelle, sur le football tunisien, sur les salaires impayés, des matchs quasiment à huis clos avant le Covid,
sur les dirigeants, sur l'amateurisme des dirigeants et surtout sur les stades un peu qui sont en piteux d'état, quoi. Je ne sais pas si je peux intervenir, mais vas-y. C'est mon avis, hein, essayons d'être peut-être un peu constructif sur la fin, essayer de proposer des choses. Qu'est-ce qu'on voit, enfin, qu'est-ce que toi, Romain, tu suggères comme solution? Qu'est-ce qui peut être bénéfique pour le football tunisien, quoi? Dégager tous les mecs de Djari, la première chose. Ça fait beaucoup de mal au football tunisien. En fait, l'espérance lui sauve son cul quelque part, parce que les trophées gagnés au niveau continental, avec ça, il peut dire, regardez, on est champion d'Afrique, etc. Alors que le championnat a baissé, que tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est quand même, c'est une parodie. Une parodie. Que ça soit dans les tribunes, que ça soit dans les dirigeants, etc. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Après, des solutions, il y en a plein. C'est déjà de revenir aux bases structurelles. C'est-à-dire structure. Déjà les pelouses. Ouais. Pelouses. Ouais, non, mais ensuite, formation des entraîneurs, parce que la Tunisie, il y a un savoir foot. Ouais. Aujourd'hui, je veux dire, l'Algérie arrive à exporter des entraîneurs, etc. Vous devez exporter des entraîneurs si tu veux réussir. Pour moi, la Tunisie devrait être un peu le centre du savoir du football africain quelque part. Et qu'après, pourquoi pas faire une politique gouvernementale avec ces idées un peu panafricaines de dire qu'aujourd'hui, au lieu de faire appel à des coachs français ou je sais pas quoi pour des pays africains, pourquoi pas faire appel à la Tunisie qui viendra avec des experts tunisiens, former les mecs, etc. C'est-à-dire d'avoir une vision un peu plus globale déjà sur le continent, arrêter de mettre tout sur le centre du transfert, du training, retrouver un vrai niveau de formation avec une vraie exigence. Et surtout que votre équipe nationale, ça arrête de devenir un lieu de passage pour faire des transferts. C'est quand même gravissime, tu te rends compte que c'est le pays. Que le pays aujourd'hui, la sélection du pays, c'est pour des intérêts personnels de quelques personnes. Mais c'est gravissime. C'est gravissime. Après, Romain, moi, t'as vu sur la vision panafricaine du football tunisien, je pense que justement, on pense pas à... C'est-à-dire que... Bon, ça, c'est plus un problème de société en Tunisie. Mais... on pense Monaco et Cannes, nous. On pense Monaco et Cannes, Côte d'Azur, Valence... Pas mal de Tunisiens ne se considèrent pas africains. Bref. Et je pense que justement, ça serait bien malheureux. Voilà, exactement. C'est très malheureux, mais ça serait bien de se recentrer en fait sur notre continent, qui est l'Afrique, et justement avoir cette pensée-là. Mais il y a énormément de coachs tunisiens en fait, quand tu les entends parler, Romain, ils te disent quand ils quittent entre guillemets l'Afrique du Nord pour aller en Afrique subsaharienne. Enfin, déjà pour eux, à part le Soudan, et je considère le Soudan en Afrique du Nord, mais pour eux, déjà, le Soudan, c'est l'Afrique subsaharienne, alors que pas du tout. Et au final, je pense qu'ils n'ont pas cette ouverture-là vers le reste du continent pour justement essayer, à part... Ça, au niveau gouvernemental, même au niveau de l'influence, etc. Je veux dire, avec tout ce que vous avez, si tu refais vraiment des véritables formations d'arbitres, d'entraîneurs et tout, faut repartir un peu à la base. Mais après, attention, on est très sévère, mais on va quand même rappeler que t'as quand même encore un certain niveau, t'as des gens bien et tout, mais oui, bien sûr. Moi, je trouve ça triste parce que vous avez un putain de potentiel. Vous savez, et là, moi, je vois quand je parle à des recruteurs en Europe, ce qu'ils disent sur les joueurs tunisiens, le championnat tunisien, mais ils cherchent même plus à y aller. Il y a un truc qui nous a fait très mal, c'est Bassem Srarfi. Oh là là. Vas-y. Srarfi, le fait que ça s'est très mal passé pour lui à Nice, etc., et notamment hors des terrains, ça fait très mal parce en gros, les recruteurs te disent, ouais, mais regarde Srarfi. Ils te prennent l'exemple à côté des Algériens. Ils te disent, regarde Ben Sibani, regarde Attal, regarde Boudaoui, etc. C'est vrai. El Melaili et tout. Et surtout là, quand Attal et Srarfi ensemble, ouais, exactement. C'est violent. Et attention, en hygiène de vie, les deux, c'est pareil, par contre. Mais cette comparaison de Attal, elle est tout le temps faite. Hein. Tout le temps, je la vois dans des commentaires, dans des tweets, etc. De Attal et Srarfi. C'est peut-être que les deux étaient à Nice et tout. Moi, ça m'horripile, en fait. Désolé, mais moi, ça m'horripile. C'est plus avec Boudaoui qu'il faut la faire à la rigueur. Peut-être. Oui. Peut-être. Oui, Boudaoui, Attal était déjà en Europe. Voilà. Attal, en Belgique, il a déjà passé, tout à fait, exactement. Il est passé par la Belgique. Et Attal, tu sens que dans son comportement, il est plus extraverti que Srarfi. Boudaoui, par contre, il est introverti comme Srarfi. Donc là, il y a une petite comparaison à faire. Après. Pourquoi Boudaoui, il joue et Srarfi, alors Srarfi, il a du talent, mais. Ouais. Si tu veux, dans les recruteurs, moi quand j'en parle, une fois j'en avais parlé, on m'avait dit ouais mais regarde Srarfi, ça a été un transfert important, c'était quand même un des grands espoirs et tout, ça a été un échec absolu. Après, moi, je pense qu'il lui laisser du temps, mais bon, il a quand même eu sa chance, Srarfi. Bien sûr, il a eu sa chance, mais il a pas. Après, moi je pense que le fait que Boudaoui et Attal aient été encadrés dans une académie comme le Paradou a fait beaucoup parce que Srarfi a été dans le centre de formation de Tunisie, dans les académies tunisiennes, et il est passé par Torcy. Il est passé par Torcy en France.
Mais voilà. Qui ça? Sarfi. Après, il faut pas, enfin, pour moi, il faut pas faire fixer sur lui. Peut-être qu'il a pas le niveau de jouer à Nice, tout simplement. Ou c'est prématuré d'aller en France. Et peut-être qu'il a le niveau d'un club moyen en Turquie, tout simplement. Enfin. Et pour les recruteurs, ça a été, moi que je connais, notamment en France, ça a été, ils vont tous te parler de Srarfi. Parce que quand il débarque en fait au club africain, quand il commence au club africain, etc., il commence jeune, il est sur un poste aussi qui est bankable, qu'on le veuille ou non. Un ailier gauche, etc., qui peut jouer aussi à droite. Je suis désolé, c'est plus vendeur qu'un défenseur central, qu'un latéral, qu'un milieu défensif. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que il est venu jeune. Nice a fait un pari là-dessus. Il est venu dans un bon club aussi à Nice avec Lucien. Bon, après, au final, ça n'a pas marché. Après, peut-être aussi, si tu reviens à la racine et l'origine du problème, pour peut-être recentrer un peu le débat sur les problèmes de la Tunisie, en fait, c'est des problèmes qui sont profonds, qu'il faut aller chercher là où les décideurs ils font tout le travail, dans les chambres un peu noires, on va dire. Ouais. Et c'est un problème, à la base, c'est un problème pour moi, c'est un problème légal, juridique, réglementaire. Parce que pour moi, il faut s'attaquer au statut de club. Parce que ça, c'est un gros problème. Il faut changer le statut de club. Il faut arrêter avec on a déjà parlé, ouais, c'est ça, c'est les statuts hybrides un peu. On est à la remercie de la fédération. C'est ça, exactement. C'est le mécénat. Regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a un problème, et je suis d'accord avec Romain, je suis aligné avec lui, et je trouve ça scandaleux, même si, encore une fois, j'ai rien contre Odi Al-Jali, ni sa personne, ni ses diplômes. Enfin, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Moi, ce que je critique, c'est ce qu'il fait, c'est tout. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème de salaire, ben il est là, il est au secours du club, c'est le héros, c'est le Zorro du football tunisien. Ouais, c'est pas normal. Don Diego de la Vega, mais c'est pas normal totalement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure sur le laxisme de la fédération, c'est la fédération qui crée cette situation. C'est eux qui homologuent les contrats, c'est eux qui permettent que les clubs recrutent des joueurs étrangers, etc. Mais Sofiane, qui met ce bureau en place? Mais c'est les clubs aussi. Donc, à un moment, c'est un tout. C'est un cercle vicieux. Et pourquoi les clubs le font? Parce qu'aujourd'hui, les clubs, ils sont à la merci de la fédération pour l'argent. Donc, à partir du moment que tu n'as pas d'argent, à partir du moment que tu n'as pas une solution permanente pérenne aussi, d'avoir de l'argent, comme le fait peut-être Cheb et des petits clubs comme Slimane et tout ça, et Monastir, peut-être un peu, et l'Espérance, parce que l'Espérance, c'est autre chose. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent et il compte pas ses sous. Donc voilà, c'est autre. Mais tant que les gère bien aussi. Oui, aussi. Il gère très bien aussi ça. Moi, j'ai dit. Il gère très bien sa société. Il gère très bien son groupe et qui gère très bien son club. C'est pour moi, c'est la force tranquille, ce mec-là. Et du coup, tant que les clubs ne se mettent pas en question et changent pas leur statut et essayent de trouver des solutions, on va rester dans ce modèle. Donc, ce modèle qui est cercle vicieux où tu as la fédération qui distribue un peu les packs chiches un peu partout. Tu as les joueurs qui sont à leur merci aussi d'un entraîneur ou d'un agent pour jouer en sélection et trouver une parade et sortir vers d'autres championnats. Et on ne va pas progresser. Regardez aujourd'hui, comme disait Jaïd, je lisais un peu son interview sur foot, les joueurs tunisiens ne s'exportent pas vers l'étranger parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Tout simplement, il ne faut pas chercher une minute 14 heures. Il y a un surcotage des joueurs. Non, mais on entraîne une certaine réputation d'un joueur de niveau moyen. Voilà, tout simplement. Comme l'a dit Romain tout à l'heure, Sarfis, ça a été un gros transfert, etc. Ça a déçu et malheureusement, maintenant, ça nous fait une mauvaise pub. Voilà. Après, pour ajouter, juste, je suis d'accord avec Ed et Sofiane aussi. Pour moi, Srarfi, c'est aussi un déficit d'encadrement et de formation à la base. Exactement. Puisqu'il est parti en France, je suis sûr qu'il est motivé. 17. Et motivé par des intentions positives. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est quelqu'un, quand il est en vacances en Tunisie, entre deux sorties, il va en salle de sport, tout ça, il se plaint que Lucien Favre l'appelle 5 fois par jour. Lucien Favre, c'est quelqu'un qui a beaucoup cru en lui. Hein. C'est un grand technicien. C'est dommage. Hein. Dommage. Ouais, malheureusement, c'est l'image, comme disait Romain. C'est un peu l'image qui reste. C'est resté sur les recruteurs. Moi, je te dis, en France, il y en a beaucoup qui disent, ouais, regarde,
En ce moment, ça n'a pas la cote, alors qu'avant, le joueur tunisien avait la cote. Et puis regarde, même Sliti, le fait qu'il soit en Arabie Saoudite, ça, c'est des petits trucs. On va peut-être dire c'est pas important, mais si ça l'est. À l'époque, t'avais quand même des mecs qui jouaient dans des clubs importants. Par exemple, en Suisse, on parlait en off quand un Daraji l'Arrivation, un Chikawi la Zurich, etc. T'avais quand même beaucoup de Tunisiens qui partaient en Europe. Là, t'en as énormément qui sont plus vraiment en Europe. Regarde bien, comparé aux Algériens, aux Marocains. Regardez, la plupart des gros joueurs tunisiens où ils sont. Ouais. Clairement, on n'a plus la cote. M. Sakni, c'est aussi un exemple. Tous les recruteurs parlent de M. Sakni en disant ouais, il n'a pas le niveau pour aller plus haut. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de mentalité propre aux Tunisiens aussi? Moi, je vais vous citer donc un journaliste qui est mort, qui était le correspondant aux mondiales. Donc son famille c'est Mahjoubi, par son âme, et qui avait cité justement qui a fait la comparaison sur en fait les joueurs égyptiens et les joueurs tunisiens, leur difficulté de s'expatrier en Europe. Et clairement pour lui, il y avait vraiment une difficulté, on va dire historiquement, des joueurs égyptiens et des joueurs tunisiens de venir faire carrière, faire leur trou en Europe. Et je pense que ça c'est rentré dans les mœurs, on va dire, en Tunisie. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs en fait qui se disent à un moment mon niveau max c'est de jouer 4 gros clubs tunisiens et au Golfe en fait, et au Qatar ou aux Émirats, ou en Arabie Saoudite. C'est ça mon max. J'aurai mes sélections avec la Tunisie, puis basta. Non, c'est aussi une question d'argent aussi. C'est que des fois tu vas dans le Golfe, tu es sûr d'avoir un salaire que tu ne feras jamais en Europe aussi. Il y a aussi l'aspect financier. C'est moins dur. Et c'est moins dur, exactement. C'est moins dur. Msek n'est pourquoi il est pas parti en Europe. Je pense qu'il aurait pu aller en Europe, sauf qu'il s'est dit, écoute, j'ai une belle vie au Qatar, j'ai un salaire que j'aurai jamais en Europe, jamais de la vie. Je suis la star de l'équipe, je joue la Ligue des Champions asiatique. Qu'est-ce que tu veux de plus, frère? La vie, elle est belle. Ah, mais je préfère jouer la Ligue des Champions en UEFA. Il y a aucune ambition, Sofiane. Il y a aucune ambition. C'est la sécurité, c'est tout. Il y a quelque chose lié à la mentalité pour moi derrière, aussi à la gagne, à comment tu es capable de te dépasser, te donner. En arabe, on dirait l'Abidello. Tu vois ce que tu veux dire? Donc, c'est un joueur qui est gâté. Ce sont des joueurs qui sont gâtés. Ce sont des joueurs qui sont gâtés. Voilà. C'est ça. Non, mais ce sont des joueurs gâtés depuis l'enfance. Je te dis, tu sais, j'en reviens à chaque fois. Mais moi, quand il y avait les 3 joueurs tunisiens à l'ETG, que ce soit Zawadi ou Sabr ou Mbarki, les 3, tu voyais que c'était Sabr lui avait pris le pli du professionnalisme. Les 2 autres, mais quelle honte! Quelle honte! Ouais. Moi, j'en étais gêné, hein. C'est vrai. Et voyez à l'entraînement, après Pascal Duprat est ce qu'il est, pour ceux qui le connaissent. Oh, Pascal. Tu te mettais de côté, tu regardais ça, mais tu dis, mais on dirait moi qui joue en district avec les paysans. D'ailleurs, on a vu le résultat, Henny, non? Il y en a un joueur les deux, ils ont rien fait. Exactement. Qui a joué à Marseille, qui a fait quand même une belle carrière par rapport à sa formation et son processus, qui est Sabr Khelif, qui a joué à Marseille avec des champions et tout ça. Non, mais Eddie, attention. Ne dis pas qu'il a fait une belle carrière, parce qu'il y a certaines personnes en Tunisie qui ne considèrent pas qu'il a fait une bonne carrière en Europe. Ouais, mais non, ça va en Ligue 1, c'était sympa. Sofiane, tu poses la question à des vrais connaisseurs. Sabr Khelif, il a fait quand même il a fait 2-3 jolie carrière, une petite, oui. Bien sûr, c'est très bien ce qu'il a fait. C'est un des joueurs majeurs du football tunisien. Hein. Il a mis des beaux buts quand même avec Evian. Il est revenu de loin aussi, hein. Il est revenu de très très loin. Faut pas son histoire libyenne, etc., comme on a déjà évoqué, elle est dure. Hein. Elle est dure. Oui, totalement. Eh ben les amis, écoutez, on va conclure ce podcast. Ça fait 1h15 à peu près qu'on enregistre. Je vais vous laisser à chacun 1 minute pour dire votre avis sur l'actualité, hors Tunisie ou tunisienne. On va commencer par l'ordre sur Discord. Henny, à toi. Une petite minute. Alors moi, on me taquinait la semaine dernière, mais c'est quand même... Liverpool champion, c'est ça? Ah, bah justement, c'était la fin. Il part de Liverpool champion. Quand même pour les performances c'est juste les performances de Karim Benzema qui journée après journée et année après année, moi m'épate. Au plus haut niveau, c'est vraiment quelqu'un qui m'épate. Je vais pas oser le parallèle, mais quand on évoquait Srarfi tout à l'heure, il y a un problème de mentalité. Clairement, moi pour ma part, Karim Benzema, moi, on a le côté technique, mais aussi son côté mental, moi qui m'impressionne.
formé en France et à Lyon, tout simplement. Exactement, mais moi moi il m'impressionne vraiment. C'est un tueur. À son âge, c'est un tueur. Et s'imposer, je pense que c'est sa 10e ou 11e année au Real, si je dis bêtise. Mais il a une bonne hygiène de vie aussi. Il se donne les moyens. Il se donne les moyens d'eux. On n'a rien sans rien. Ouais. Et moi, ma petite minute, c'est vraiment pour lui tirer un coup de chapeau. Merci. Heidi. Alors moi en fait je voulais parler d'un joueur tunisien qui est formé à Lyon, qui est parti à la Juve cette saison, c'est Hamza Raffia qui a gagné la Coppa d'Italia U23 je crois, U23. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs il a marqué le 2e but. Ouais. Donc c'est un joueur qui quand même qui était présenté un peu comme un crack quand il est parti de Lyon, il a signé à la Juve, qui a quand même une saison un peu compliquée. Et j'espère que ce trophée et ce but-là en finale de la Coppa Italia, ça va être un peu le déclic pour lui, et pour justement voir un autre Hamza Raffia qui est plus bordant, qui nous montre un peu ce qu'il a dans les tripes. Et puisque voilà, je souhaite sincèrement beaucoup de bonnes choses et je le dis encore bravo Hamza et Inch'Allah, on va te voir dans un autre club, parce que je pense que la Juve c'est un peu compliqué. La Juve ça va être bouché, je crois. Ouais, ça va être bouché, mais voilà, notre club de Série B ou Série A, pourquoi pas l'année prochaine, quoi. C'est vrai, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Sofiane. Bon, alors moi je vais parler du DS Inter, donc le club. Pour la masterclass Hakimi. Exactement, donc c'est BP Marotta. Donc c'est juste pour dire que pour moi c'est le meilleur directeur sportif actuellement. Et vraiment ce qu'il fait, c'est-à-dire que l'Inter, on en a parlé plein de fois. Oui. En termes d'attractivité, avait perdu un peu de sa superbe au cours de ces dernières années, mais là depuis 2-3 ans, on ressent vraiment la deuxième vitesse a été en grand, que vraiment le club arrive à attirer des joueurs qui refusent des offres du Bayern. Il y a Conte aussi, Sofiane, il y a Conte. Oui, il y a Conte, mais je suis désolé. Marotta, Conte, c'est le duo qui a fait renaître la Juve, alors que la Juve était au plus mal. Et au jour d'aujourd'hui, Conte, je laisse le volet tactique, bien entendu, 3-5-2 table, mais quand même, il faut prendre à ça parce que ce que fait BP Marotta en coulisses, monstrueux, est énorme. Et on voit que cet homme-là a une réelle connaissance vraiment de son métier qui est de directeur sportif. Et pour moi, c'est le meilleur de la planète et c'est le meilleur du monde à l'heure actuelle. Et il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Voilà. Et vive l'Inter. Pas d'Inter. Ok, d'accord. Walid. Alors, moi, je vais rester aussi en Italie, pas pour le sujet Cirio ni Parmalat, mais moi, c'est une équipe qui me séduit beaucoup, qui est l'Atalanta. Qui fait parler sa force. Ouais, excellent choix, mon Walid. Ils sont à 82 buts en 29 matchs, pardon. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un délire. Et Walid, 40 buts à domicile, 40 buts à l'extérieur. 42 aujourd'hui, quand on enregistre le podcast, c'était 40 à l'extérieur. Ouais, répartition presque parfaite. C'est magnifique. Moi, pour résumer l'Atalanta, je fais référence au projet des Neonati Atalantini, ça veut dire les nouveaux-nés de la ville de Bergamo. En fait, le sujet, en gros, pour résumer, c'est qu'en 2010, quand Antonio Percassi prend en charge le club, qui faisait l'ascenseur entre la Serie A et la Serie B, il voit que la ville de Milan attirait beaucoup les gamins. On parlait de formation tout à l'heure et d'attractivité. Et il voulait faire quelque chose pour que les petits gamins s'identifient à l'Atalanta. Donc, pour chaque nouveau-né, ils ont mis en place un projet pour envoyer un petit pack contenant 2 paquets de lait et une petite tenue pour les bébés, pour version masculine et féminine. Sympa. Ouais, et ils ont constaté que depuis 2010, le club commençait à briller dans les catégories de jeunes. C'était l'un des principaux pourvoyeurs de la squadra azzurra des catégories de jeunes. Jusqu'à l'année dernière où le club se qualifie. D'ailleurs, ils sont en quart de finale. En quart de finale de Champions League. Ouais. Très bien parti pour se requalifier cette année. Donc une vraie success story et beaucoup d'idées au club qui voudraient peut-être développer les jeunes, développer le vivier de jeunes et la formation chez eux. Voilà. Parfait, Walid, merci. Romain, si tu as une petite minute.
Libre. Tu dis tout ce que tu as envie pendant une. Déjà, merci pour l'invitation, c'était très gentil. Parfois, je suis un peu dur et sévère, c'est que je vois à quel point le foot est un sport magnifique qui a malheureusement été criminalisé et corrompu de partout. On dépasse vraiment les frontières de la Tunisie, qui a également beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes personnes, de bons joueurs, de bons coachs, de bonnes personnes, et je voulais encore le redire. Écoute, moi, je suis sur mes dossiers en Haïti, donc où le président de la fédération a été suspendu 90 jours par la FIFA, justement. On va dire qu'il a tendance à violer un paquet de mineurs dans le plus grand des cams depuis 20 ans, c'est pas le seul. Là, bientôt on publie la suite, moi je fais le suivi avec toutes les familles. Donc évidemment, moi, mon actualité, c'est ça, ce qui me prend un temps infini, mais on touche pas aux enfants, donc c'est le plus important. Et malheureusement, tu as d'autres scandales de crimes sexuels sur mineurs, et à chaque fois, tu as la FIFA qui ne sait pas quoi faire. Je peux te dire, je vois, ils ne savent pas quoi faire. Ouais, c'est-à-dire que c'est même pas qu'ils veulent, à la base, déjà, ils veulent pas trop, mais c'est après qu'ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment traiter, le machin. Quand tu vois vraiment cet excrément d'humanité, parce que bon, toucher des enfants, pour moi, c'est le crime des crimes. Ouais. Pas toujours facile, mais c'est un combat qui doit être mené, et plus on en parle, plus ça permettra d'aller au bout de ces affaires-là. Donc ouais, c'est ce que je fais, et en même temps, j'essaie d'écrire mon prochain livre, mais d'accord. C'est des journées chargées. Donc merci en tout cas, et puis quand j'aurai le temps, évidemment, j'essaierai d'aller au bout des dossiers tunisiens, mais je te dis là, avant j'ai Haïti parce qu'on touche pas aux enfants, quoi. Donc à côté, tu vois, tout critique que je peux être de Jarry, il le mérite sur plein de choses, mais je te le redis, Jarry c'est un enfant de cœur contrairement à plein d'autres présidents de fédération. Ouais. Pour montrer à quel point ils ont tué le foot, hein. Mais ils ont tué le foot. Tu vois, l'échange, le Arthur Pjanic, c'est pour que les plus gros agents du monde te disent putain, ils vont terminer en prison les mecs, tellement ils ont détourné de l'argent, ça passe crème. Tu vois quelqu'un, ça va dire quoi? On va s'offusquer par 2 tweets. Au final, les mecs, ils ont détourné des millions. Réévaluant les mecs, et ça devient un gerbe. Ça devient un gerbe. Et moi qui aime le foot, on peut pas. Ouais, malheureusement. Triste, hein? Ouais, c'est triste. Ouais. C'est vraiment triste. Arthur Pjanic, il y a quelque chose à faire. Je pense que la majorité des gens n'ont pas compris ce qu'il fait derrière. Mais c'est pour que les plus gros agents te disent que les mecs, c'est quand même des types dans l'escroquerie, ils sont forts. Te disent que là, c'est le deal de la honte et que c'est trop. En compte, ils ont valorisé Pjanic 70 patates. 70. Ouais. Et Arthur 80 patates. D'ailleurs, minimum 20 et 23, il y a minimum 40 millions surévalués, plus les primes à la signature. On est à minimum 50 patates. Ça s'est gavé là. Bah tiens Romain, vu que moi ma minute à moi c'était sur la prolongation de Kurzawa de 4 ans et tous les supporters du PSG n'ont pas compris, j'aimerais ton avis très rapide sur cette prolongation qui a vraiment, on n'a pas compris pourquoi 4 ans pour Kurzawa qui était il y a 3-4 mois qui était limite viré. Qatar ils veulent pas remettre d'argent. Ouais voilà. Ouais bon, je m'en doutais un petit peu, c'était que pour avoir un latéral gauche à peu près du même niveau que Bernat, ça coûte très cher, et vu que le Covid est passé par là, voilà, malheureusement ils veulent un bon remplaçant qui fait pas trop de vagues. Kurzawa c'est ça, hein, il est remplaçant, parle pas trop, il a eu sa prolongation, son salaire a été doublé x2, tout le monde est content. Voilà, et lui va continuer à se faire. Il a raison, hein, je veux dire, il sait que le PSG financièrement est dans le dur. Après les Qataris, s'ils ont envie eux d'un joueur, ils te mettent l'argent, mais pour Leonardo ils veulent pas lui mettre. Donc, et je comprends le sombre personnage qu'est Leonardo. Moi je lui mettrais 0 parce que pareil, tu vois, Leonardo il passe pour un ange. Putain, à côté de Jarry, c'est un ange. Jarry, il y a des trucs que Leonardo a fait, Jarry il aurait même pas osé. Ah, j'avoue. Par exemple sur le dossier Icardi, mais c'est vrai effectivement il y a son côté où lisse que l'on décrit dans les médias, ce que l'on sait de plus en plus sur lui, hein, sur ses deals, sur les transactions qu'il fait. Bizarre. C'est comme Noël Le Graët en France, on va dire que c'est un mec bien, quoi, tu vois. Enfin, c'est ce que j'appelle la propagande du foot. C'est-à-dire que même les gens qui ont plein de casseroles au cul, ils arrivent à te faire croire que ce sont des... C'est magnifique le foot, en fait. Petit copain. Eh ben parfait. C'est le copinage dont tu parles en Tunisie. Ouais, c'est ça, le petit copain, le copinage, tu le retrouves aussi chez nous en France, hein. Oui, tu te retrouves dans plusieurs parties, dans plusieurs pays, pardon. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette émission exceptionnelle. Romain, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas été facile de t'avoir, mais on a réussi à t'avoir. On est très contents. Pas de souci. On vous donne rendez-vous pour un prochain podcast Étage qui la soit sur un podcast actu ou un autre thème sur l'histoire du football tunisien. Et on vous dit à la prochaine.
Ciao.